Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Virginie Leroy. C'est une avocate pénaliste. C'est l'avocate qui s'est notamment occupée des victimes du 13 novembre, qui s'est occupée aussi de la famille de Samuel Paty, mais aussi de l'attentat sur la promenade des Anglais à Nice. Quand j'arrive, j'ai des clients qui me disent il faut qu'on parle de quelque chose. Nous, on voudrait récupérer les organes de notre fille. Et ils m'expliquent que toutes les personnes autopsiées pour l'attentat de Nice ont été entièrement vidées de leurs organes, que les familles ne le savent pas. Elles ont tout enterré des dépouilles vides. Telle victime, femme de 40 ans, pourquoi est-ce que vous prélevez l'utérus? Elle me dit c'est pour vérifier si elle était enceinte. Ah bon? Eh bien alors, et cette petite fille de 6 ans, alors c'est pour vérifier qu'elle était enceinte aussi. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Virginie Leroy. Vous allez voir, exceptionnelle, puisque c'est une avocate pénaliste. C'est l'avocate qui s'est notamment occupée des victimes du 13 novembre, de l'attentat en 2015, mais aussi de l'attentat sur la promenade des Anglais à Nice, le 14 juillet 2016. Et s'est occupée aussi de la famille de Samuel Paty, et notamment de Philippine, qui a été tuée dans le bois de Boulogne à l'âge de 19 ans, seulement en sortant de son université. On va parler de tout ça. Elle va nous raconter des anecdotes inédites, notamment du prélèvement d'organes qui a eu lieu après l'attentat à Nice, justement, et notamment même sur des filles de 5 ans. Elle va nous raconter des anecdotes. Je ne savais pas, j'avais jamais entendu parler de ces histoires. Elle va nous raconter tout ça aujourd'hui. Juste avant de commencer l'émission, pour découvrir ce métier d'avocat pénaliste et avocat du droit des affaires, pour le coup, pour Virginie. On va remercier notre sponsor aujourd'hui, c'est Paris La Défense Arena, qui est la plus grande salle de concert, avec notamment le plus grand écran d'Europe. Il y a beaucoup de très gros événements là-bas, et il y a des salons et des loges VIP. Alors on pense toujours que c'est réservé aux entreprises, et en fait, tout le monde peut y aller. Il suffit d'acheter son billet, ce qu'on appelle hospitalité, et vous aurez une entrée différente, avec carrément de quoi manger et boire à l'intérieur, et donc vous pouvez aller prendre vos billets directement en hospitalité. Je vous mettrai un lien dessous, comme ça vous pourrez voir par rapport aux événements qui arrivent prochainement. Il y a des très gros concerts. D'ailleurs, si vous prenez vos places en hospitalité, comme on dit, vous aurez accès aux meilleures places de la salle. Juste avant de commencer l'émission, je vous rappelle, on l'a annoncé il y a quelques temps, qu'on part en tournée aussi avec Légende. Ça va s'appeler le Légende Tour. Vous pouvez prendre vos places. On va se retrouver dans les plus grosses villes de France. Voilà, c'est sur le site légende-tour.fr. On part avec Philippe Boxall, médecin légiste. On part avec Julien, qui est pilote d'hélicoptère Tigre. On part avec d'autres invités qui se sont rajoutés, des artistes aussi qui se rajoutent à chaque date. On part sur 16 dates en octobre et en novembre 2026. On va faire les plus grosses salles de France avec vous, un show en scène centrale où il y aura plusieurs invités qui viendront raconter chacun leur tour 3 anecdotes inédites et extraordinaires, puisque tout ce qui va se passer en salle restera en salle, puisqu'on ne pourra pas filmer, vous comprendrez pourquoi le jour J. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus. Prenez des billets si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, venez en famille, vous pouvez prendre des billets, venir avec des enfants, avec vos grands-parents, avec toute la famille au sens large. Vous pouvez venir entre potes aussi. Il y aura des humoristes qui vont se rajouter sur certaines dates. Maxime Gasteuil sera avec nous à Bordeaux. Il y aura Franck Dubos sur certaines dates. Vous verrez, beaucoup d'artistes vont se rajouter. Donc c'est légende-tour.fr. Vous êtes tous les bienvenus. J'ai hâte de vous rencontrer là-bas. Et c'est parti maintenant. On y va avec Virginie Leroy sur Légende. On y va. Je m'appelle Virginie Leroy, je suis avocat à Paris. Je vais vous parler d'affaires de terrorisme, d'affaires pénales, un peu de droit des affaires. Je vais vous parler de justice et puis aussi de comment on défend son client. Et ben voilà, bienvenue Virginie. Je te reprends le clap. Bienvenue à toi. Bonjour. Avocat à Paris. Ouais. On dit avocat ou avocate? On dit avocate. Merci en tout cas de venir sur le plateau, raconter ton parcours, raconter. Donc on va parler du parcours comme on a l'habitude de faire dans l'émission pour bien comprendre les choix, les décisions de chacun, mais comprendre aussi ton métier. On n'avait jamais vraiment abordé le sujet de donc avocat en droit pénal, tu es, et en droit des affaires. Donc tu fais les deux. Ouais. C'est 2 métiers qui sont différents pour le coup quand même. C'est 2 matières différentes. Il y a plein d'avocats qui sont spécialisés, mais c'est 2 matières qui se complètent beaucoup. Ah bon? Bah oui, parce que c'est du contentieux, il faut défendre un client, on plaide, constituer un dossier, et finalement, la méthodologie, elle est la même. Et puis, regarde, une escroquerie, tu piques de l'argent dans une société, si tu connais pas le droit des affaires, tu défends pas bien au pénal. Donc tout s'entremêle finalement. C'est toi qui est l'avocate de la famille de Samuel Paty, qui était prof d'histoire-géographie, qui a été tué il y a quelques années. On va y revenir, on va parler de toutes les histoires. Tu as contribué à élargir le terme de victime de terrorisme aussi, par rapport aux 2 filles qui ont été tuées devant la gare Saint-Charles à Marseille. Une femme est arrivée avec un bâton et a essayé de repousser en mettant des coups aux terroristes. Et donc qui a été victime suite à ça, même psychologiquement. On va en parler tout à l'heure. Tu as porté plainte contre l'État. On parlera aussi, mais par rapport à Samuel Paty, par rapport au fait que l'État ne l'ait pas défendu, c'est un vrai sujet.
Et tu as révélé, alors ça vraiment, je l'ai appris en préparant l'émission sur ton sujet, qu'il y avait eu une affaire de prélèvement d'organes sur des victimes de l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016. Ouais. Il y a un camion qui a foncé sur la Croisade des Anglais qui a tué, je crois, 86 personnes et blessé 450. Voilà. Et il y a eu des prélèvements d'organes, même sur des petites filles de 5 ans, sans aucune demande au préalable et sans aucun avertissement aux familles. Sans aucune justification. En fait. Sans aucune justification. Parce que là, on parle d'organes, vous allez voir, on ne comprend pas trop. Enfin, quand on lit le dossier, c'est ce que tu m'as dit, il n'y a aucune explication logique au prélèvement de ces organes. Aucune nécessité de l'enquête. On va y revenir. Juste, quelles sont les missions d'un avocat, juste en 3 mots? C'est plaider lors du procès, c'est-à-dire défendre ton client. Ouais. Parfois, tu défends des gentils, mais parfois, tu défends... Les deux. Les deux. Les méchants. Tu acceptes les méchants? Oui, moi, j'ai pas de... Voilà, je suis avocat pour défendre un client. Donc, ça match avec le client, le dossier m'intéresse, je sais faire, je suis en mesure de l'aider aussi, c'est important. Bon, bah, j'accepte ou je refuse le dossier. Mais voilà, je suis pas que en défense ou que en côté victime. C'est pas... En fait, je fais les deux. Tu as déjà réussi à défendre un gars indéfendable, entre guillemets? Ouais, s'il est indéfendable, bon, on a plus ou moins de résultats. Après, ça m'est déjà arrivé de refuser de défendre parce que ça m'allait pas sur des infractions qui touchent des jeunes enfants et que la ligne de défense, de minimiser, de trouver ça normal, ne m'allait pas du tout intrinsèquement, quoi. Donc là, tu es maman? Non. En tant que mère de famille, ça va te toucher encore plus. Oui, bien sûr. Là, vraiment, évidemment. Tu projettes toujours sur ta famille, ton enfant, évidemment. Donc toi, tu vas plaider dans les procès. Donc tu vas plaider, c'est-à-dire tu vas défendre, tu vas parler à voix haute. C'est pas facile. Hein. Il y a beaucoup de monde et tout. C'est un sacré métier. Hein. Mais tu vas aussi enquêter, c'est-à-dire que tu vas pouvoir payer des détectives privés pour qu'ils aillent chercher des preuves que tu n'avais pas, pour alimenter un peu le dossier. Tu as toute cette partie-là qu'on connaît moins d'avocats. Oui, bien sûr. Et pourtant, on la connaît moins, mais elle est hyper importante. Si tu n'as pas des preuves, des éléments, des documents solides à présenter au juge, tu peux plaider 3 heures. Hein, et il ne va pas te donner raison. Hein, il va regarder ton dossier. Voilà, il lui faut des preuves. Et donc, c'est vrai que c'est super important d'aller chercher ces preuves à la source avec des détectives privés, avec des experts. Voilà, c'est hyper important. Tu voulais devenir avocate, enfin, t'es devenue avocate à 25 ans, mais avant, tu voulais devenir vétérinaire. Ouais. Et c'est quelqu'un qui va t'emmener voir un procès, c'est mon oncle. Ouais. Mon oncle, il était journaliste fait divers. Donc, c'est les journalistes qui suivent les procès. Et un jour, j'étais en vacances chez lui et il me dit « Bon, allez, viens, je t'emmène, il y a un procès d'assises. » Et en fait, c'était un truc horrible. C'était 2 jeunes filles qui étaient victimes de viol et d'actes de torture et barbarie. Donc, tu vois, tu as les violences et au-dessus, il y a les actes de torture et barbarie. Et l'une d'elles, elle était handicapée, mentale. Et en fait, je la vois se lever et une victime, ça vient expliquer ce qu'on lui a fait subir, tu vois, à la barre pendant l'audience. À l'époque du procès, elle avait 17 ans, donc une jeune femme, elle s'exprimait avec des mots d'enfant de 5 ans, tu vois. Donc c'était hyper émouvant. Moi, j'avais les larmes aux yeux. Vraiment les larmes aux yeux. Et c'était 2 sœurs, les victimes. Et il y a leur père et leur frère qui doivent venir témoigner. Parce que c'était important, ils connaissaient ceux qui leur avaient fait du mal. Et ils viennent pas. Et le président s'énerve, il dit « Mais c'est pas possible, c'est quand même ses filles qui sont là en victime, ils devraient être là. » Et là, chose assez rare, il dit aux gendarmes « Vous allez me le chercher en hélicoptère, je les veux là. » Donc suspension d'audience, le stress qui commence à monter. Et puis finalement, début d'après-midi, reprise d'audience, et on voit 2 bonhommes arriver, donc le père et son fils, donc père et frère des victimes, en sifflotant. Ils remontent le grand couloir, tu vois, qui sépare... Ils sont pas choqués, quoi. Ah mais non, mais incroyable, en sifflotant. Hop, ils remontent. Le président fou furieux, messieurs, on a dû aller vous chercher. Mais enfin, oui, bon, ok. Bon, bah, vous êtes témoin, on va vous entendre. Levez la main droite et dites je le jure. Serment du témoin. Et là, le père lève la main et il fait un salut nazi. C'est quoi ces gens? Et là, la salle, enfin, si tu veux, t'entends une mouche voler, quoi. Là, c'est la sidération. Parce que c'est du mépris pour les victimes, du mépris pour sa propre fille. Enfin, il n'en avait rien à faire, quoi. Et là, j'ai vu l'avocat se lever. Il était bourré ou il y avait un truc? Non, même pas. Je pense que c'était vraiment
pardon, mais un bras d'honneur à l'institution judiciaire, quoi. Et un bras d'honneur à ses filles. Enfin, c'était incroyable. Alors que c'est ces filles qui sont victimes. Ouais, ces filles qui sont victimes. Ils devraient être là à leur soutien. Enfin, tu comprends pas ce qui se passe, en fait. Moi, j'étais jeune, hein, j'avais 17 ans. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois un avocat se lever. Elle avait eu les mots justes. Et là, je sais pas, je me dis, mais non, mais c'est ça que je veux faire. C'est ça. Ah, c'était ta révélation. Ouais. On a tous eu un moment Et là, ouais, révélation. exactement. Et en effet, j'étais en terminale S, spécialité maths, veto. Et j'ai dit, bah non, bah tant pis. Ah ouais, Et j'ai eu de la chance parce que mes parents l'ont compris. Je me suis pas fait engueuler, j'ai eu le droit d'aller en fac de droit, enfin tu vois, Ils ont parce compris que bon. pourquoi, ouais. Ouais. Et c'est là que j'ai décidé. C'est un cataclysme intérieur en fait. C'était un truc de fou. Combien d'années d'études? 7. 7 ans. Ouais. Tu vas te retrouver à ta première plaidoirie. Ouais. Ça va pas bien se passer. Non. C'est là, on a tous des échecs, des succès. Et là, c'est pas ta meilleure. Et tu te fais surprendre et avoir, et tu vas comprendre des choses. Ouais. Je vais comprendre que c'est un métier difficile. C'est comprendre que malheureusement, le milieu des avocats n'est pas un milieu forcément d'entraide, ou voilà, en tout cas, ce jour-là, ça l'a pas été. Et non, je tombe contre un confrère qui a 30 ans de plus que moi, d'une suffisance, et il m'affiche un mépris, mais d'entrée de jeu. Je plaide mon truc, voilà. Et puis il plaide après moi, et il s'amuse à me tapoter l'épaule en m'appelant sa petite consoeur. Oh, Madame le Président, ma petite consoeur vient de vous expliquer que, mais non, c'est pas ça, etc. quoi. Il joue le grand frère. Ah non, mais enfin, c'était horrible, un paternalisme suffisant, infantilisant. Enfin, c'était vraiment inapproprié. J'aurais pu appeler le bâtonnier, et voilà, ce que j'ai pas fait. Ça veut dire quoi? Quand tu as un problème à l'audience avec un confrère, tu te fais insulter, quelqu'un respecte pas les règles, viole la déontologie, tu peux appeler le bâtonnier à l'audience pour le bâtonnier, s'il est élu par les avocats. C'est lui qui dirige l'ordre des avocats, pour faire simple. Et c'est un peu notre référent. Et donc tu l'appelles et il y a un de ses représentants qui vient à l'audience régler le conflit entre avocats. Instantanément, il y en a toujours? Ouais, t'as toujours quelqu'un qui est de permanence. Un peu le chef des avocats. Ouais, on n'aime pas dire ça, mais en tout cas le représentant, voilà. Et t'as toujours un de ces représentants qui peut venir à l'audience régler les conflits entre avocats quand ça monte vraiment dans les tours, quoi. Mais moi, j'étais jeune, j'ai pas du tout eu ce réflexe. Et puis, alors c'était pas malin de sa part parce que la présidente, elle était jeune aussi. Elle l'a regardé en se disant mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ouais. Et puis voilà, j'ai gagné mon dossier, tout va bien. Hein. Mais quand même, ça te montre qu'il y a une évolution des mentalités dans ce métier aussi, quoi. Hein, par rapport à la place des femmes. Et que les avocats sont pas tous amis entre eux, quoi. Non plus. Ça, tu l'as vu après? Oui, bien sûr, tu as ouais. des rivalités, tu as des guerres d'ego, hein, voilà. J'ai vu une vidéo hyper choquante, là, il y a pas longtemps, où on t'expliquait que les avocats femmes devaient absolument pas faire de pénal parce que les hommes étaient machos, parce qu'elles ne pouvaient pas, elles n'avaient pas la capacité de se faire entendre par les juges, et que leur place, finalement, elles devaient rentrer dans une case bien spécifique. On est en 2025, c'est quand même très choquant. Et c'est un avocat qui t'explique ça. Tu es commis d'office, parfois? Au début. Choisi par l'État, en fait. C'est-à-dire que c'est des clients qui te demandent pas, quoi, en gros. Non, alors c'est des clients qui demandent un avocat, mais qui ne choisissent pas, et puis tu choisis pas tes clients non plus. Donc c'est le fond du panier. Donc tu peux avoir des mésaventures. Une fois, on m'appelle en pleine nuit pour une garde à vue, et j'y vais, et il y a une antenne de commissariat de police au fond de la gare de Lyon, au bout des quais. Donc tu y vas en pleine nuit. Bon, c'est pas super rassurant, mais enfin, t'y vas. Et puis, je tombe sur un gars qui était sans doute à moitié fou. Il avait détruit un abri de bus à main nue. Est-ce que tu vois l'épaisseur du verre? Des verres d'abri de bus à main nue. Et la garde à vue, t'as le droit à un entretien avec l'avocat, c'est strictement confidentiel. Tu vois, là, t'as 20 minutes d'entretien avec ton client. Est-ce qu'il va bien déjà? Parce qu'à l'époque, voilà. Est-ce qu'il n'a pas été blessé? Est-ce que ses droits sont respectés? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je prévienne sa famille, que je prenne contact. Enfin, voilà. T'as pas accès au dossier, mais c'est surtout un soutien pour le client, puis voir si tout est fait comme il faut. Et en fait, je vois que le gars, il a les yeux injectés de sang, que ça va pas, etc. Et à un moment, il a un élan de violence où je me dis, je vais m'en prendre une, et j'ai pas le temps. On a des boutons d'alerte sous les bureaux. Voilà.
C'est-à-dire quand tu as quelqu'un qui est agité, qui est violent, tu sais que quand tu fais l'entretien d'avocat en garde à vue, tu as un petit bouton. Hein, parce qu'il n'y a pas de policier à côté, là. Non, c'est interdit, c'est confidentiel, c'est ultra confidentiel. Et tu sais que tu as un petit truc d'alerte, ils te disent où il est si jamais tu as un problème. Je n'ai pas eu le temps d'appuyer sur le bouton. Il était déjà à moitié à 4 pattes sur la table. Hein. Il voulait me frapper. Je pense qu'il devait vraiment avoir un problème psychiatrique. Et les policiers sont entrés. Je crois qu'ils avaient très bien vu le style de gars que c'était. Ils attendaient derrière la porte et voilà, ils sont rentrés. Ils ont été et heureusement, ils ont été rapides, quoi. Ah oui, ils ont été rapides. Ouais. D'ailleurs, quand tu fais tes études pour devenir avocate, on te dit une phrase, on te dit « ton pire ennemi, c'est ton client ». Ouais. C'est-à-dire quoi? En fait, on t'avertit sur le fait que ton client ne va pas toujours suivre tes conseils et puis il peut te mettre à mal une stratégie de défense en 2 temps, 3 mouvements. Ça, c'est le grand classique. Et c'est pour ça qu'on te dit le pire ennemi, c'est ton client, c'est-à-dire ne prends jamais pour argent comptant non plus ce qui t'est raconté. Toujours garder de la distance. Voilà, ça c'est hyper important. Plus tu as de distance, plus tu as les idées claires et plus tu anticipes tous les coups aussi. Parfois, tu dis en garde à vue, est-ce qu'il y a des clients qui font des erreurs en garde à vue? Tu les préviens de ne pas faire certaines erreurs? La règle en garde à vue, c'est silence, déjà. Si tu n'es pas sûr ou que tu sais pas, ou que tu sais que si tu vas parler, tu vas t'auto-incriminer, tu sais. Tu sais pas quoi dire et tu te dis, si je réponds, je vais... silence, c'est un droit, on a le droit de garder le silence. Et puis, prudence, quoi, tu donnes rien, on verra après. Et j'avais un client qui était placé en garde à vue pour des escroqueries dans le secteur des antiquaires parisiens, le milieu des antiquaires parisiens. Il y en avait pour énormément d'argent. C'était vraiment un gros truc. Et en plus, j'avais vu, moi, en arrivant au commissariat ce jour-là, que il y avait, tu sais, t'as des petits bureaux pour les gardes à vue, tout affiché complet, quoi. Donc je me suis dit, ils ont chopé tout le monde. Ouais, c'est un coup de filet de voilà, plein de mecs. Exactement, un coup de filet. Et puis donc je briefe mon client, je lui dis on en est qu'au début, j'ai pas le dossier, silence, prudence. L'idée c'est de tenir 48 heures et pas d'aller en prison. 48 heures de la garde à vue, c'est la durée moyenne. 48 heures. Donc c'est se taire pendant 48 heures. Non, tu peux répondre, mais si t'es pas sûr ou si ta réponse t'incrimine, non, tu réponds pas en fait. Ils ont le droit de garder, parce qu'on dit aux États-Unis, vous avez le droit de garder le silence. En France, c'est tout pareil. Ce que vous direz sera retenu. Ça c'est vrai, c'est pareil. Ouais, complètement. Tu as le droit de garder ce silence et on ne peut pas te reprocher d'avoir gardé le silence. Parce que tu pourrais te dire, il garde le silence, il a des trucs à se reprocher, ça va être retenu contre lui plus tard parce qu'il n'a pas parlé. Non, ça c'est interdit. Le silence en garde à vue, c'est un droit fondamental. Voilà. Et tant mieux, parce que on est complètement à l'aveugle pendant la garde à vue. Tu sais pas combien de temps tu vas rester, tu sais pas ce qu'ils ont contre toi, tu sais pas ce qu'ils vont trouver. Pendant la garde à vue, généralement, on en profite pour aller perquisitionner chez toi. C'est vider tous les tiroirs, chercher des trucs, on fouille ton téléphone. Donc, vraiment prudence. Et lui, je sais pas, moi je lui avais dit, on en dit le moins possible. Le tout, c'est de tenir 24 heures ou 48 heures si c'est prolongé, et puis après, on avise. Et il a voulu, je sais pas, faire le mariole, prouver ceci ou cela. Il leur a dit, allez chercher mon téléphone, je vais vous montrer des trucs. Et je le regarde, je dis, non, quand t'as les yeux qui partent comme ça, non, surtout pas. Il y va. Et puis il sort une conversation, il dit, non mais voilà, regardez ce que j'ai mis, ceci, cela. Les policiers font, ah oui, ok, donnez, voir. Et puis il remonte le fil de messages, la conversation. Et là, en fait, il tombe sur des messages que mon client avait probablement oubliés, qui dataient 2 mois avant, où tu avais le nom de 1 ou 2 bonhommes qui étaient dans les bureaux d'à côté, quoi. Donc c'était fini. Il leur a donné le bâton pour fait, mais évidemment. Alors, si on peut parler de tes pires clients, puis après on va parler des très grosses affaires, si tu veux bien. Tu t'es déjà retrouvé une fois en procès avec un client qui fait quelque chose et qui récidive instantanément avant même d'être sorti du tribunal. Mais tu sais que je suis sortie de là désespérée. C'est fou, ça. Procédure d'urgence, donc tu donnes tout. Tu as très peu de temps pour réunir les pièces, t'y vas, machin. Et c'est des procédures, en fait, où souvent les gens partent en détention après. C'est comme ça. Et là, il est condamné, mais il part pas en détention. Il est libre. Donc, je suis super contente, je sors de là. Lui, il repart chercher ses affaires avec des gardes, en fait. Voilà. Puis je revois les gardes arriver avec un petit sourire. Ils me disent « Ah, bravo, maître, vous l'avez sorti. » La sortie de... Je fais « Oui. » Puis je suis un peu surprise parce que les escortes, les gendarmes, c'est pas eux qui vont... Les escortes, c'est ceux qui accompagnent les... Exactement, les escortes du palais. Les policiers. Mais ils vont pas venir forcément te féliciter d'avoir permis que le gars soit relâché, tu vois. Donc je me dis, bon, voilà. Et puis il dit « Non, mais c'est bien, mais par contre, on va le garder parce que
En fait, il était en train de dealer du shit, quand il a repris ses affaires. Donc, il va repartir devant le juge. Dans le palais de justice? Ouais, il a dealé dans le palais de justice. Il avait caché une boulette de shit. Il avait attendu de faire sa petite affaire devant le tribunal. Complètement improbable. Et puis après, il n'a pas perdu le nord parce qu'on a recherché ses affaires. Il a repris sa petite boulette de shit qu'il était en train de vendre. Et il s'est fait choper. Voilà. Donc, je suis pas retournée, quoi. Et puis, j'ai un autre client. Quand tu dis t'es pas retournée, c'est tu t'as dit j'arrête. Non, j'arrête. J'avais plus de crédibilité. Je vais pas retourner devant le même juge pour le même mec. Non. Puis, je trouve que c'est pas très respectueux du boulot de l'avocat aussi. Enfin, à un moment. Tu le défends. Ouais, je veux bien le défendre, mais enfin bon. Tu as parlé quand même à ce monsieur-là? Je lui ai jeté un regard de loin parce que je l'ai revu passer avec les menottes. Je me dis, mais c'est pas possible, en fait. C'est le jour sans fin. Tu vois? Tu te dis, non, c'est pas possible. Incroyable. Et j'en ai un autre qu'on a retrouvé à l'entrée du tribunal quand je devais plaider pour lui. Et il m'avait dit, non, mais tu es malade, je suis à l'hôpital, je peux pas venir. Faut que vous ayez un report d'audience. J'arrive. Report d'audience, madame le président, il est vraiment pas bien. Et puis là, pareil, petit sourire. Et puis le président qui me dit, maître, il va bien votre client, mais par contre, on va le garder parce que il est en dégrisement. Putain, incroyable. Il n'était pas à l'hôpital du tout. Pas à l'hôpital du tout. Dans les crimes que tu as vu des affaires quand même sordides. Est-ce qu'il y a une différence entre les crimes faits par les femmes et faits par les hommes? Est-ce qu'il y a une différence de manière, de violence Il y a de tout dans les deux genres, mais quand même, tu peux... déjà, les femmes, c'est très souvent lié à la famille. Voilà. Tu sais, à la préservation de sa sécurité personnelle, familiale, des vengeances aussi, pas mal. Et c'est assez sophistiqué, faut dire. Et puis les femmes, il y a une autre chose aussi qui arrive, et on en parle là en ce moment, un truc très spécifique aux femmes, c'est le syndrome de Munchausen par procuration. C'est quand des mères intoxiquent leur enfant, donc leur filent des médicaments, du poison, le rendent malade en fait, pour jeter l'attention sur elle. Voilà. Et en fait, ça se termine de manière dramatique parfois parce que les enfants meurent, en fait. Alors qu'elles veulent... C'est Eminem. Eminem, il a fait 2 chansons là-dessus parce que sa mère avait ce syndrome. Et il a été maltraité parce que sa mère l'intoxiquait. Et il a fait des chansons là-dessus. Ouais. Et elle avait ce syndrome-là, sa mère? Ouais, tout à fait. Elle a envie d'avoir la lumière sur elle. Ouais. En fait, c'est pour qu'on se victimise, se plaindre, qu'on s'occupe d'elle, ou te félicite, par exemple, de t'occuper aussi bien de ses enfants qui sont malades, etc. Quoi. Sauf que ça devient des empoisonneuses. C'est de la psychiatrie, là? Ouais, complètement. Enfin, psychiatrie, elles sont pas déclarées folles, elles sont jugées, pour certaines, sauf s'il y a une autre pathologie. Mais en tout cas, oui, c'est assez sophistiqué, parfois. Ouais. Si on peut parler d'une première affaire un peu grosse que tu as vécue, c'est celle de la veuve noire, c'est comme ça que tu l'appelles. Ouais. On ne te donnera pas plus de précision, à part l'âge, etc. Mais comme ça, on ne peut pas trop localiser la truc. C'est en France, par contre, c'est française, une vraie histoire qui s'est passée. C'est une dame de quel âge environ? C'est une dame de 55 ans, très chic, quartier chic de Paris. Attention, moi, quand je la rencontre, tu vois, ses manteaux de fourrure, le petit chignon, tout. Propre sur elle? Complètement. Et je la rencontre, elle est en garde à vue. Et elle m'explique, elle me dit, mais je comprends pas, oui, mon mari a disparu, moi je débarque là, tu vois, je connais pas l'histoire, j'ai pas accès au dossier. Donc, moi, première version, c'est elle qui me la donne. Voilà. Ils sont dans le business des diamants, dans le milieu des diamantaires. Donc, lui, il fait souvent des allers-retours envers Paris, il a aussi des contacts dans le sud. On voit que c'est une vie qui est dense, où il y a de l'argent qui circule, mais elle me dit, mais moi, il a disparu, mais je sais pas, quoi. Elle te dit, je sais pas. Non. Elle te confie pas si elle est coupable ou pas. Enfin, en tout cas, elle te dit qu'elle l'est pas. Elle me dit qu'elle l'est pas, très clairement. Elle me dit non. Et quand même, tu sais quand même que quand les policiers mettent quelqu'un en garde à vue, généralement, c'est quand même qu'il y a un doute, en tout cas. Ouais, voilà. Donc bon. T'as déjà vu des gens qui avaient été mis en garde à vue et qui n'avaient rien fait, enfin, qui avaient vraiment des erreurs, ça peut arriver. Hein. Oui, ça peut arriver. Ou des soupçons qui sont pas confirmés. Oui. Les policiers peuvent avoir des bons motifs pour placer en garde à vue, et puis voilà. En fait, effectivement, monsieur n'avait rien à voir. Complètement. Donc, tu n'es pas certaine. Donc là, tu te dis. Non, je suis pas certaine, mais en même temps, elle est sincère, elle est éduquée, tu vois. Tu te dis, bon, quand même, quoi. Et puis, du coup, je la défends bec et ongle, et à un moment, on est convoqué pour une mise en examen. Donc ça, c'est vraiment quand tu es incriminé officiellement par le juge. Et là, toi, tu es coupable quand tu es mise en examen? T'es pas coupable, t'es pas encore jugé, c'est pendant l'enquête. Mais on te dit,
En fait, c'est le signal d'alarme, quoi. On te dit, on est encore pendant l'enquête, mais le tribunal, c'est possiblement pour toi, parce qu'on a des charges concordantes, solides, de... C'est l'étape d'après, quoi. C'est l'étape d'après. Dans le mauvais sens. Ouais. Et là, en fait, se pose la question de la détention provisoire. Donc, je me dis, mais c'est pas possible. Et donc, je vais voir la juge, je lui dis, mais attendez, il n'y a pas de corps, on l'a pas retrouvé. Si ça se dit, ce monsieur a disparu, il est parti, je me souviens lui dire ça, il est parti avec une jeunette, voilà, et tout. Et bien, elle me fait un signe, elle me dit, doucement, maître, patientez, vous allez voir. Et là, je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et en fait, elle était sur écoute, ma cliente. Elle était sur écoute et elle papotait beaucoup, beaucoup trop. Et elle papotait surtout de ce qu'elle avait fait à son mari avec sa fille. Donc c'était son beau-père, c'était pas son père. Elle a confié Ah ouais, donc elle ouais, s'est auto... C'était pas dit explicitement, mais tu comprenais très bien à demi-mot ce qui s'était passé. Et en fait, elle avait effectivement tué son mari. Je pense qu'elle était plus heureuse. Je crois pas que c'était un bonhomme évident, mais enfin bon, pas ce qui excuse évidemment le fait, mais il y avait aussi beaucoup de questions d'argent, parce que c'est un milieu qui brassait quand même pas mal d'argent. Et elle avait découpé, elle l'avait brûlé petit à petit dans la cheminée. En petits morceaux. Ce qui explique qu'on n'avait pas de corps. Voilà. Ouais. Incroyable. Et là, tu la recroises, ta cliente, tu lui dis... Ah ben, à un moment, elle est mise en examen, j'ai le dossier, je lui dis, madame, voilà quoi. Et elle m'a dit, mais ouais, je pensais que c'était mieux pour que vous me défendiez mieux. Voilà. Elle a tué son mari pour quelle raison, concrètement? Pour l'argent, vraiment? Que Alors, pour l'argent en fait, je pense qu'elle ne s'attendait pas du tout à être mise en examen. Enfin, tu vois, elle a quand même tombé. Pour elle, son truc était complètement rodé. Et puis, elle s'était dit, pas de corps, pas d'affaires, ce qui est faux maintenant. Enfin, on voit le dossier Jubilard, par exemple. Ben, si, ouais. C'est pas parce qu'il n'y a pas de corps qu'il n'y a pas d'infraction, qu'il n'y a pas de procès, etc. Tu disais sa fille, donc c'est-à-dire que sa fille était au courant par téléphone que son père a été tué. Ouais. C'était pas son père, c'était son beau-père. Voilà. Un nouveau mariage. Ouais. Mais en fait, elle s'était, je crois que ça les soulageait toutes les deux. Elles s'étaient accordées toutes les deux. En tout cas, la fille n'était pas complice. Hein. Elle n'avait pas aidé la mère à le tuer. Mais elle avait été mise au courant. Comme elle le sait, non? Ah oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Complicité, tu aides. Tu vas chercher une arme, tu aides carrément à tuer, enfin voilà. Ne pas le dire, c'est de la non-dénonciation de crime. J'allais te dire, est-ce que ça c'est illégal si par exemple ton meilleur ami te dit, écoute, voilà, je suis un peu, voilà, moi, je sais pas, j'ai tué quelqu'un qui m'a sauté dessus, mais bon, c'est une bagarre qui a mal tourné, j'en sais rien. Ouais. Et que tu le dénonces pas à la police, est-ce que tu es coupable? Ouais. C'est obligé de le dénoncer. Tu dois dénoncer les crimes dont tu as connaissance. Voilà. Sauf ta famille. Ton enfant fait une grosse connerie, tue quelqu'un. T'es pas obligé de le dénoncer. Il y a ce qu'on appelle l'immunité familiale. Parce que c'est horrible, tu peux pas dénoncer ton enfant, quoi. Voilà. Donc ça, on l'exige pas. T'as une de tes clientes qui s'est suicidée. Il y avait beaucoup d'histoires. C'est une fille qui a porté plainte à 27 ans, donc plutôt jeune. Hein, tu vas rencontrer. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a beaucoup touchée, cette cliente. J'y pense souvent. Toujours? Ouais, je pense très régulièrement à elle. Déjà, on avait le même âge, quasiment, à un an près. Et puis, elle vient me voir et elle me dit, bah voilà, j'ai été violée par mon père pendant des années. Je sais, parce qu'elle s'était renseignée, elle me dit, je sais que c'est bientôt prescrit, j'ai pas de preuves. Mais surtout le viol, enfin, des preuves matérielles, t'as toujours des sous-vêtements, des draps, des choses comme ça. Là, évidemment, 10 ans plus tard, que dalle. Et puis elle me dit, mais voilà, je le fais pour mon fils. Il a 1 an et demi. En fait, je peux pas me regarder dans la glace si j'y vais pas, quoi. Qu'est-ce que je vais lui apprendre à mon fils si j'y vais pas? Donc on y va. Et évidemment, c'est classé sans suite. Ils me disent, bah non, on n'a pas de preuves, c'était il y a 10 ans, tant pis. Donc, quand on a une plainte qui est classée sans suite en France, victime, on peut passer outre en demandant la saisine directement d'un juge d'instruction. Ce qu'on fait. On a une enquête et puis on finit par avoir une décision d'un juge qui dit non, il y a des charges contre monsieur, donc son père, je le renvoie en cour d'assises. L'audience est horrible parce qu'elle a toute sa famille contre elle, mais vraiment toute sa famille. Elle est courageuse, elle est super courageuse, elle tient bien le coup et puis on arrache une condamnation. Elle fait condamner son père pour tous les viols et il y en a eu beaucoup, qui lui a fait subir de ses 12 ans à ses 18 ans. Et à 18 ans, elle quitte la maison et elle s'en va. Il fait appel.
on recommence en appel. Et je pense que c'est ça qui l'a... C'était trop dur, quoi. Déjà, de faire condamner son père, c'est dur. Et là, il prend 3 ans de plus, je crois, 15 ans. Hop. Et puis, on se quitte à la fin de l'audience, et moi, je suis contente, elle aussi, soulagée, on se serre dans les bras. Et je lui dis, je m'en souviens, parce que tous les matins, il fallait arriver au milieu de cette famille qui était liguée contre elle, la vilaine petite menteuse, quoi. Hein. Et quand on a eu le dernier délibéré, je lui dis, venez, on va traverser la salle et je vous veux la tête haute. Je lui dis ça, je dis, voilà, on sort de là la tête haute. Et elle me dit, ah ouais, ça fait du bien. Hop. Et puis, une dizaine d'années plus tard, ouais, même pas une dizaine, bref, je suis dans la même salle de cour d'assises pour un autre dossier. Et j'ai un coup de fil. Et là, on m'apprend qu'elle s'est suicidée. On s'écrivait, hein, on avait une petite correspondance. Et j'ai l'impression que le sol se dérobait sous moi, quoi. Elle avait pas supporté, en fait, toute la pression de mettre son père en prison. C'était trop dur. Et voilà. Et ça m'a rendue extrêmement triste. Et je pense souvent à son petit garçon, parce qu'elle a fait ça pour son petit garçon, puis finalement, elle a laissé son petit garçon. Et ouais. Tu n'as pas laissé de lettres après, non? Non. C'est qui t'a prévenu? C'est un confrère qui m'a prévenu. Ouais. C'est un confrère qui la connaissait aussi et qui m'a passé ce coup de fil. Et ouais, j'ai eu un moment de... Ouais, j'étais sonnée. Tu as une histoire aussi, tu parles, quand on prépare l'émission, d'un homme obsédé sans empathie. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette histoire, c'est celle d'un homme qui est absolument obsédé par sa voisine, qui est ma cliente, qu'il va suivre et il lui met des cassettes porno dans sa boîte aux lettres, il l'aide avec sa fille, donc il l'enserre. Et en fait, elle refuse ses avances. Et un jour, il l'attend dans un parc, elle vient de déposer sa fille à l'école, et il la larde de coups de couteau. Mais vraiment, vraiment, plusieurs dizaines de coups de couteau. Elle est sauvée in extremis par les jardiniers qui sont là, qui lui sauvent la vie. Hein. Ils le font fuir, ils appellent les secours. Elle a ce qu'on appelle une thoracotomie de ressuscitation. Quand le cœur est touché tellement gravement, des fois, il faut ouvrir la cage thoracique pour pouvoir recoudre directement le cœur, pour arrêter l'hémorragie. C'est ce qui lui arrive, c'est une survivante. Et pour recoudre le cœur? Ouais, directement. Et ce gars-là, il avait un vrai problème avec les femmes. Il avait également essayé de tuer l'autre voisine de l'immeuble en la laissant pour morte. Il l'avait poignardée avec un pied de chaise. Et en fait, elle est à terre. Et elle peut juste lancer le pied de chaise par la fenêtre. Et c'est un passant qui va voir ce pied de chaise plein de sang, qui va se dire « mince, il y a un problème », et elle a été sauvée comme ça. Parce qu'il l'avait enfermée chez elle. Et ce gars-là, au procès, zéro empathie, la froideur, le regard noir, quoi. Il n'a pas donné d'explication. Il n'a rien dit. Il les a regardés tout le procès comme ça. Et tu voyais dans ses yeux qu'en fait, il n'y avait rien à en tirer, quoi. Il n'était pas allé au bout de ses trucs, elles étaient vivantes. C'est une mauvaise âme. Ouais. Mais c'était quoi le profil du gars? Est-ce que c'est un marginal? Est-ce que c'est un gars qui travaille, qui a pété les plombs pendant 48 heures? Est-ce que c'est quand même un gars qui est irrécupérable et tu le voyais d'avance? C'est un gars qui est pas fou. Parce que, attention, le gars a très bien compris ce qu'il faisait, il a voulu ce qu'il... C'est un gars qui, je pense, a nourri une haine profonde des femmes, et surtout des femmes qui se refusaient à lui, en fait. Voilà. Il avait un peu cette idée que une femme, si elle lui demandait d'avoir un rapport sexuel avec lui, il fallait qu'elle l'ait. Et il a nourri cette haine et il est passé à l'acte parce qu'il devait les éliminer. Et au procès, il s'est montré d'une noirceur, d'une froideur glaçant. On va parler des expertises psychiatriques maintenant, si tu veux bien. Il y a des expertises psychologiques dans certains cas. C'est quoi? C'est que quand il y a quelqu'un qui meurt, qui a un décès, ou c'est à partir de quel niveau qu'on fait une expertise psychologique? Alors, l'expertise, elle est obligatoire en matière criminelle. Si la personne a commis un crime, quel que soit le crime, il y a une expertise. Et elle est aussi obligatoire pour les délits, donc c'est les infractions un peu moins graves, pour les infractions de nature sexuelle, forcément. T'en as qui arrivent à se faire passer pour des fous alors qu'elles ne le sont pas? En fait, la justice, elle a des parades, et puis elle a surtout des experts, et puis tu peux demander une contre-expertise si t'es pas d'accord. Donc,
Ouais, se faire passer pour fou alors qu'on l'est pas, c'est très compliqué. Très, très T'as eu des compliqué. clientes qui avaient quelqu'un qui les avait qui leur a fait du mal, je pense, on s'en fiche au sens large, et qui ont pas pu, finalement, les méchants n'ont pas pu être jugés parce Ouais. qu'ils ont réussi à se faire passer Ouais, pour fous. ouais, Bon, ça- c'est quand même, on peut avoir les psychologues en fait. Oui, mais c'est quand même compliqué. Et puis surtout, quand une victime, elle veut son procès, c'est super douloureux pour la victime quand tu lui dis, bah non, désolé, il est malade, il n'est pas responsable, vous n'aurez pas de procès, parce que c'est ça l'enjeu au bout. Donc tu demandes des contre-expertises, tu le fais passer à la moulinette. Tu parlais tout à l'heure de détective privé. Tu disais, tiens, tu as même eu des histoires un peu dangereuses, on va en parler, mais à quel moment, est-ce que tu peux nous raconter une histoire? Je crois que tu vas suivre il va suivre la mauvaise personne. Ouais, il va se tromper, le détective. je mandate un détective parce que je représentais une compagnie d'assurance sur un accident, mais qui avait avec des gros enjeux financiers, où vraiment le préjudice était important. C'est-à-dire, préjudice, c'est-à-dire que quelqu'un s'est fait mal, Exactement. et qui a demandé à l'assurance de l'argent. Et il va demander Ouais. de l'argent pour compenser un tas de préjudices. Qu'il puisse plus aller travailler. Qu'il puisse plus aller travailler, Plein de raisons justes, hein, d'ailleurs. Voilà. il est immobilisé, il a... voilà. Et moi, je sens qu'il y a un truc dans le dossier, je me dis, quand même, c'est bizarre. Je le sens pas. On parle de quelle somme, parfois, en préjudice, quand on a un accident comme ça? C'est très gros? Ouais, ça peut être très gros. Moi, j'ai eu des dossiers, par exemple, où accident de moto, on finit tétraplégique, alors que le gars était jeune, une vingtaine d'années. Parce que plus t'es jeune, plus ça vaut cher, parce que t'as toute ta vie, normalement, devant toi. Des années pas consommées, quoi. Exactement. Tu peux monter à plusieurs millions d'euros. Voilà, parce que t'as un tas de préjudices qui se cumulent. Tu peux plus faire d'études, alors que c'est sûr, t'aurais été ingénieur, t'aurais gagné 30 000 euros par mois. Tout ça, ça va être indemnisé. Putain. Tu peux plus marcher. Attends, mais qui décide de combien c'est? Bah, le juge. Wow. Il y a des barèmes précis. Donc, tel poste de préjudice professionnel, préjudice sexuel, préjudice d'établissement, c'est quand t'allais faire ta vie, t'allais te marier. Et puis ta fiancée, elle te plaque. Ah ouais, tu deviens paralysé. Voilà. Ça a un prix. Ouais, c'est le préjudice d'établissement. Attends, mais il est où ce barème? Ah bah ça s'appelle le barème d'Intillac et tu as tous les postes de préjudice que tu peux indemniser. J'ai jamais entendu parler Et de c'est des experts médecins qui vont examiner et dire ah bah oui en effet monsieur pourra plus jamais repasser remarcher Un normalement. doigt en moins, ça coûte de l'argent? Un doigt en moins ça coûte de l'argent. 2 doigts, ça coûte 2 fois un doigt? Non mais c'est Peut-être pas vraiment 2 comme fois, ça? Mais... Ouais, bien sûr, bien sûr. Des troubles de la mémoire, des troubles du sommeil, une dépression. T'as un accident qui te traumatise, t'as une dépression, t'en sors pas. Tout ça, c'est indemnisé. Tu prends un coup sur la cerise. Derrière l'autre. Là, il y a un lampadaire qui est tombé dans Paris sur un homme. Ouais. Miraculeusement, il n'est que blessé légèrement, ça lui tape sur le truc, mais à ras. Et donc, du coup, il est tombé par terre. Il y a eu des photos dans Paris il y a quelques temps, le pauvre. Si jamais il avait été, je sais pas, un peu abîmé, là, la mairie, hop, il attaque, et c'est l'assurance Bien va sûr. dire, tiens, c'est la mairie de Paris qui doit payer parce qu'ils n'ont pas sécurisé. Ouais, le truc. la mairie de Paris ou n'importe qui. Mais Donc, oui, s'il dit, je suis bien devenu sûr. amnésique ou j'ai perdu, on a fait une émission Ouais. sur le sujet, c'est, tiens, j'ai perdu ça, clac, j'ai perdu, je peux Oui, plus travailler. il sera vu par un expert médecin qui va déterminer exactement les préjudices qu'il a. Donc, moi, je suis mandatée, je suis l'avocat d'une compagnie d'assurance. Il y a un accident de voiture et une jeune femme qui est accidentée, qui a 18-19 ans. Et voilà, elle fait état d'un tas de préjudices, elle peut plus aller à la fac, elle peut plus apprendre ses cours parce qu'elle n'arrive plus à mémoriser, etc., etc. Et je sais plus pourquoi, mais je me dis, mince, c'est bizarre, je le sens pas. Hop, je dis à ma cliente, écoutez, on va faire une surveillance d'une semaine, juste pour s'assurer qu'elle va à la fac, que ceci, que machin, tout ça. Pas de problème. Je mandate mon détective privé, voilà, madame machin, truc muche. Il revient avec un rapport d'expertise, il me dit, mais super, elle va à la fac tous les jours, elle mange au resto avec ses copines, elle sort même avec ses copines le soir et tout. Super. Je balance mon rapport de détective privé. Un avocat, quand il veut défendre devant un tribunal, il fait des conclusions. Tu sais, on écrit notre argumentaire. Conclusion, tout, je me dis, ha ha ha. Là, tu dis, c'est bon, je les ai dit. Ah bah oui, là je me dis, mais attendez, c'est une fraude à l'assurance, c'est affreux. Je me prends une plainte pénale. C'est-à-dire qu'on dépose plainte contre moi pour escroquerie au jugement. Et en fait, Ce qui est grave, ouais. Ouais, ce qui est super grave. Et en fait, le détective s'était trompé, il avait suivi la jumelle. Parce qu'il avait une sœur jumelle. Donc il s'était complètement trompé de cible. Et donc, voilà, la plainte. Alors j'ai pu démontrer que j'étais de bonne foi et ça n'a pas donné grand-chose. Mais il faut faire attention. Quand on mandate, nous, des experts, il faut vraiment faire attention. C'est des emmerdes, les détectives privés, quand ils se trompent comme ça.
Mais Ouais. tu as eu une autre histoire aussi, avec des victimes qui te disent « je peux plus rien faire ». Tu prends un détective privé qui a pris des photos où elle, en fait, finalement, elle est à la salle de sport alors qu'elle disait qu'elle pouvait plus rien faire, etc. Et donc parfois c'était des emmerdes pour toi, mais sinon c'est très utile un détective privé. Ouais, mais toutes sortes d'experts c'est utile en fait parce que ce que tu veux c'est de la preuve. Ce que tu veux c'est démontrer au tribunal que ton client il a raison. Ouais. Ce que tu veux c'est éviter des condamnations. Donc tu dois avoir de la preuve. Là en effet pareil, accident de voiture. Et puis vraiment, non, je peux plus rien faire, je peux plus sortir de chez moi. Et puis en fait, on a des magnifiques vidéos, salle de sport, courses, tout va bien, quoi. Et ça, bah, évidemment, c'est incontestable. On m'a parlé de l'attentat du 13 novembre et de Nice. C'est toi qui étais sur le sujet, tu défendais les victimes. Donc tu disais c'était 100 victimes à Nice environ, c'est ça? Tu as travaillé pour ça. Il y a un sondage, sondage de l'Institut Verian qui date un petit peu, mais de octobre 2024, mais c'est pour avoir une idée, c'était important de prendre des chiffres. 78% des Français pensent que la justice n'est pas assez sévère en France. Donc c'est quand même 8 Français sur 10, hein, 78%. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. C'est quand même un truc global. Et quel est ton avis, toi, qui bosses depuis 23 ans en tant qu'avocate? Est-ce que tu trouves qu'effectivement c'est pas assez sévère ou est-ce que tu trouves que c'est un mauvais jugement de la part de 78% des Français? S'il y a un ressenti comme ça, c'est que quelque part, il doit y avoir quelque chose à faire. Parce que le pourcentage, 80%, c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a une perception de la justice, en tout cas, qui n'est pas adéquate. Ça veut dire que la justice, pour 80% des Français, n'est pas rendue correctement. Donc là, il y a une remise en cause à faire, forcément. La sévérité, moi, je l'ai vu, hein, parce que sur des gros dossiers, quand même, quand tu as sur les attentats, des peines de perpétuité incompressible, bon, c'est le max qu'on puisse faire. C'est tout à fait mérité. Donc la sévérité, je le vois, mais je peux comprendre que le ressenti soit pas... Toi, tu as déjà vu des condamnations beaucoup trop légères, sans les citer, où tu t'es dit, ah, franchement, c'est foutage de gueule? Ouais, je l'ai vu, ouais. Oui. Mais souvent dans les justices d'urgence, tu sais, où c'est à la chaîne, et là, ouais. Des fois, tu le vois. Quand on préparait l'émission, tu parlais souvent de la justice américaine. Il y a une vraie différence. C'est quoi la différence? Beaucoup plus sévère là-bas? Bah, déjà, c'est... Ben voilà, au bout du bout, là-bas... Les peines sont cumulables, si je dis pas de bêtises. En fait, déjà, t'as la peine donc, de mort. Donc tu prends 20 ans, plus 10 ans, plus 30 ans, plus 50 ans, plus 60 ans. Et donc, du coup, t'as 200 ans de prison. T'as la peine de mort. Donc, déjà, l'enjeu, il est maximum. Et puis, en effet, ils cumulent les peines de prison. Mais ça n'a plus de sens. Quelqu'un qui prend 300 ans de prison, ça n'a pas de sens. Ici, on prend la plus élevée. On applique la plus élevée. Là-bas, on additionne. Voilà. Et puis, il y a des mesures sur les dommages et intérêts. Ça n'a absolument rien à voir. Comme quoi? Nous, les dommages et intérêts, tu répares un préjudice et on dit sans perte ni profit. Il ne faut pas que tu aies perdu de l'argent, mais il ne faut pas que tu en aies gagné. On doit juste réparer. Donc un café qui fait, parce qu'il y a eu des exemples comme ça aux États-Unis avec Starbucks, je crois, qui ont fait tomber un café qui est tombé sur une cuisse de quelqu'un qui a été brûlé, pour le coup, vraiment... 50 millions de dollars. Voilà, 50 millions de dollars. 50 millions de dollars pour une brûlure. On a tous envie d'arriver chez Starbucks. Oui, mais bien sûr. Tout le monde va chez Starbucks dans le week-end. 50 millions. Ouais. C'était pas sur le visage en plus, si je dis pas de bêtises. Non, c'est sur les cuisses. Sur une cuisse. Hein. Donc il y a quelques mois, il y a eu une vidéo virale, je sais pas si tu l'as vue, d'un gars qui se prend une porte vitrée. Mais comme nous, on peut s'en prendre, voilà. Bon, une fenêtre trop propre et tu te la prends dans la gueule. T'as une bosse, tu t'en vas et puis voilà, 120 millions de dollars. Mais parce qu'aux États-Unis, les dommages et intérêts, c'est pas seulement pour indemniser la victime, c'est aussi pour punir l'auteur. Et c'est pour ça que ça grimpe. Ça s'appelle les punitive damages. Et en fait, donc, je vais te condamner, je sais pas moi, à 200 € ou 1000 € parce que madame, elle a besoin de 1000 € pour réparer ses préjudices, voilà. Sa paire de lunettes qu'elle a cassée. Sa paire de lunettes qu'elle a cassée, son pantalon qui est abîmé par le café brûlant. C'était un beau pantalon, hop. Mais en plus... parce que tu es Starbucks, que tu vends des millions de cafés dans le monde et que vraiment tu deviens un danger public si tu brûles beaucoup de gens, je te condamne à 100 millions de dollars en plus. C'est ça, en fait, un peu le système. C'est pas du tout chez nous, ça. Tu as travaillé on disait, donc sur les dossiers. Comment tu te retrouves à défendre les victimes des attentats, par exemple, du 13 novembre? On va commencer par celui-là. Alors ça, c'était la première fois que j'ai été appelée pour du terrorisme. Un jour, j'ai un coup de fil d'une dame qui connaissait en fait une amie à moi, tout simplement, et qui m'appelle en me disant voilà, j'étais au Bataclan. Est-ce que vous accepteriez de me défendre? Et je commence comme ça, et puis voilà, de fil en aiguille, j'en défends plusieurs.
C'est quoi ton rôle en tant qu'avocate des victimes lors d'un procès où il y a quelques survivants en terroristes, mais finalement, c'est quoi? C'est aussi pour aller réclamer auprès de l'État. C'est à la fois de dire à l'État que vous n'avez pas fait votre travail de précaution, de sécurisation des gens qui étaient dedans. C'est aussi, évidemment, pour s'occuper des terroristes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on ne connaît pas dans ton travail à toi? Ouais, il y a beaucoup de choses. C'est d'abord savoir ce qu'elle veut. N'oublie pas, moi, je suis là pour défendre un client. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? C'est quoi? Et là, tu vas avoir des réponses totalement différentes. Je veux une peine exemplaire. Je veux comprendre, moi j'ai ça. Il y a des gens au Bataclan, voilà. Moi, en fait, à partir du moment où j'ai entendu le premier tir de Calaf jusqu'à l'arrivée de la BRI, je me souviens de rien. J'en ai une cliente comme ça. Amnésie. Je veux reconstituer mes souvenirs. Je veux que vous me trouviez tout ce qu'il y a dans les 450 tomes du dossier pour que je puisse recouvrer ma mémoire, en fait. Elle, il n'y a que ça qui l'intéressait. Et elle est restée les 10 mois au procès pour essayer de retrouver sa mémoire petit bout par petit bout. Bah. Il y en a d'autres qui vont te dire moi, j'en ai rien à faire du procès. Je viendrai pas. Et vous m'envoyez surtout rien, maître. Vous m'envoyez pas les comptes rendus d'audience, les machins, je veux rien. Donc c'est très variable d'un client à l'autre. Donc tu vas, pour soutenir l'accusation, pour essayer d'avoir une grosse peine. Tu vas pour avoir des dommages et intérêts aussi. Il y a des gens et c'est normal. Ils venaient aussi, ouais. Bien sûr. Ou pour avoir une espèce de vérité mais qui sera jamais parfaite, forcément. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, qu'on n'a pas trop entendu dans les médias, où tu t'es dit, putain, ça, c'est une scène... Sur les attentats de Paris ? Oui, sur ce procès-là. Ouais. Le début. Le début était dingue parce que c'est la première fois qu'on avait un grand procès dans une énorme salle d'audience de 600 places. On n'imagine pas. Et en fait, quand on est arrivé, c'était tellement sécurisé. Il y avait double portique d'aéroport. Donc déjà, nous, on n'est pas habitués. On rentre au palais, on a notre carte professionnelle, on rentre comme dans un moulin. Donc même les avocats étaient astreints à ça. Et puis, tout le monde attendait les terroristes, tu vois, les 14 à venir. C'était impressionnant quand même. Enfin, à l'époque, ça avait secoué la France entière, Paris particulièrement. Ça a duré 10 mois d'affilée. 10 mois de... Toi, t'es allé pendant 10 mois là-bas ? Ouais. Ça a été ton travail à temps plein pendant quasiment une année, quoi. 10 mois, ouais. Et c'est de l'endurance. Faut tenir le coup jusque 10 mois. Et puis la première journée d'audience, elle est dingue parce que tout le monde voulait voir Salah Abdeslam, évidemment, forcément. Et en fait, le président, il a été tout de suite... il voulait pas, et il avait raison, qu'il soit un peu sacralisé, tu vois, qu'on attende trop de Salah Abdeslam. Et au début d'un procès d'assises, les accusés, levez-vous, nom, prénom, profession. C'est vraiment la procédure. Donc, le président, Périès, lui dit, monsieur Abdeslam, déclinez, nom, prénom, profession. Et il dit, Abdeslam Salah, je suis combattant de l'État islamique. Et là, le président le regarde et lui dit, ah bon? Parce que moi, sur mes fiches, j'ai intérimaire. Et là, il y a un bruissement de rire dans la salle. Et ça y est, on pouvait démarrer le procès, et lui, il était désacralisé, en fait. C'était une manière de lui dire, non, c'est la justice française, démocratique, donc t'es pas combattant de l'État islamique. Tu réponds à nos questions, et sur ma fiche, t'es intérimaire, donc mollo. On a fait une émission pour les 10 ans, à l'occasion des 10 ans de l'attentat. On avait plusieurs victimes qui sont venues parler. On a eu aussi le patron, l'ancien patron à l'époque du RAID, etc. Et notamment le médecin du RAID qui sont venus nous raconter leur version, leur vision de cette journée par leur prisme à eux. Et il y avait Stéphanie qui était là, qui était une victime et qui a eu l'envie et qui nous a raconté ça, sur les gens dont on écoute absolument tous les points de vue et tous les avis, sans les juger, en essayant de comprendre tout le monde. Et donc elle a eu envie et besoin d'aller parler à Salah Abdeslam. Elle le disait, elle en a parlé à son avocat qui lui a laissé se confronter quelques instants. Et elle a été un peu touchée, apparemment lui aussi, il se serait fait des coucous pendant le procès. Ça a beaucoup étonné, cet extrait, ça a beaucoup tourné, j'ai vu un peu partout. Ouais. Est-ce que toi, tu as vu des choses comme ça un peu surprenantes? Oui, mais ça, je m'en souviens très bien, parce que même pendant le procès, on l'avait su et ça divisait déjà. Dans le public. De Stéphanie, justement ? Oui, tout à fait. Dans le public des gens qui assistaient au procès, oui. Après, il y a souvent ce besoin, moi je l'ai eu d'une maman qui avait perdu sa fille, qui avait été tuée, et qui voulait absolument aller voir l'assassin de sa fille, qu'elle connaissait pas. C'était pas un meurtre au sein de la famille ou quoi que ce soit, mais elle voulait absolument aller le voir en prison.
Et lui ne voulait pas. Il voulait pas se confronter À la mère. à la mère de sa victime. Non, c'était trop dur. Mais elle n'en démordait pas. Donc oui, il y a ce besoin par moment, ouais. Toi, t'as compris ça, justement, en voyant Stéphanie ou d'autres avoir envie de... Oui, après... Ça s'appelle la justice. Alors, il y a un nom, Ouais. je sais pas comment on appelle ça, mais ça s'appelle la justice restaurative. Ouais. Apparemment, donc c'est 10 ans après les attentats, on en parle là, mais ça date de quelques années. Le procès c'était en 2022. Apparemment, il aurait proposé de participer à de la justice restaurative de son propre chef, Salah Abdeslam, en disant tiens, je veux bien rencontrer les victimes pour passer un moment et parler avec eux. Si je dis pas de bêtises, est-ce que tu as entendu parler de ça? Oui, j'ai entendu parler de ça et ça m'a beaucoup choquée. Moi, j'y crois pas, hein, très sincèrement. Faut quand même se remettre Salah Abdeslam. Comme je te le disais, il est arrivé à son procès. Je suis combattant de l'État islamique. Il a gardé le silence quasiment toute l'audience. Et du coup, ça a instauré une forme de chantage parce que les victimes, nous, avocats, la cour, on voulait savoir ce qui s'était passé. Pourquoi il n'a pas déclenché sa ceinture. Comment sont préparés les attentats. On était là pour des réponses et on était un peu... otage de son bon vouloir, je parle pas, etc. Et puis, il a, pendant le procès, beaucoup minimisé sa responsabilité. Et venir 10 ans plus tard dire « Coucou, je voudrais une justice restaurative », je trouve que c'est facile. Et la justice restaurative, ça ne marche que si on reconnaît les faits. Or là, il les reconnaît pas. Et en plus, comme vous le savez, on l'a vu, il y a quand même de la propagande djihadiste, de l'EI, d'Al-Qaïda qui a été trouvée dans sa cellule, des clés USB. Donc j'y crois pas, je pense que c'est une manipulation, tout simplement. C'est déjà arrivé de la justice restaurative suite à un procès terroriste, suite à un attentat terroriste? Est-ce qu'il y a déjà eu ça? Non, il n'y a jamais eu. Il y en a eu en Italie. Et je crois que ça fonctionne. Mais encore une fois, ça suppose que l'auteur fasse amende honorable, qu'il reconnaisse les faits et qu'il soit déradicalisé. Je ne suis pas certaine que Salah Abdeslam soit déradicalisé. Il y a eu un attentat en octobre 2017 à la gare Saint-Charles à Marseille. Un homme a tué 2 filles en les égorgeant. Je crois qu'il est arrivé par derrière. Elles étaient assises sur un banc. Toi, tu n'as pas travaillé sur ce dossier à proprement parler, mais tu as fait quelque chose. Est-ce que tu peux raconter ce que tu as fait? Oui, moi je défendais, en fait, les 2 jeunes filles sont sur le parvis de la gare et ma cliente, elle est assise à côté. Elle revient d'un séminaire bouddhiste, donc elle est vraiment en plénitude de paix, de bonheur, etc. Elle n'est pas en orange. Hein. Non. On imagine, non, elle a un bâton avec un drapeau, avec un mantra de paix, quoi. Elle revient de son séminaire. Elle est détendue. Elle est détendue, elle est heureuse, et elle s'installe à côté de ces 2 jeunes filles. Sur un banc, du coup. Sur un banc, sur le parvis de la gare. Et le terroriste surgit, et il poignarde et il égorge les 2 jeunes filles. Et en fait, elle voit ça, elle se lève, et elle essaye, en fait, de l'interrompre. Et avec son bâton, qui a un mantra de paix, c'est quand même fou, elle tape sur le terroriste pour qu'il s'arrête. Et puis très vite, les militaires arrivent, sentinelles, ils l'écartent, ils neutralisent le terroriste. Tu vois la vidéo de ça en caméra de surveillance? Après, alors, il y a des caméras. Elles sont en dossier, il y a des caméras, tu vois de loin, mais tu vois pas. Non, mais tu vois la scène, du coup. Tu vois la scène, ça se passe hyper vite. Et elle ne se fait pas attaquer par le terroriste? Non, elle se fait pas attaquer. Ils ont un échange de regards. Ça, c'est elle qui me le raconte. Un échange de regards. Elle d'incompréhension et lui de regard noir, quoi, vide. Complètement vide. Pas d'humanité, oui. Pas d'humanité, il crie Allahu Akbar, voilà, il est là pour ça. Et puis très vite, le sentinelle arrive. Donc les militaires. Les militaires, ils le neutralisent. Et elle vient me voir et elle me dit, moi je veux, elle a eu très peur. Enfin, on imagine de voir 2 jeunes filles se faire égorger à côté de soi. Elle a eu le courage de pas partir. Mais elle a eu un courage infini. Coup de bâton. Là, c'est vraiment l'instinct qui parle. On se lève, on tape, voilà. Mais quand même, et puis, elle avait beaucoup de considération pour ces 2 jeunes filles qu'elle a vues mourir. Et donc, c'était aussi une forme d'hommage pour elle, de dire, mais moi, je veux participer à ce procès et je veux être là. Et en fait, la justice a considéré dans un premier temps, comme elle n'était pas visée par le terroriste, elle n'était pas victime. Alors qu'elle était traumatisée. Hein. On ne peut pas nier à cette femme le fait qu'elle soit traumatisée. Et puis, je me suis battue et puis on a fini par la faire reconnaître victime. Mais les procès sont très longs en France. Les procédures sont très longues. Et quand on l'a fait reconnaître, en fait, c'était la fin de l'enquête. Et puis, lui, le terroriste, il avait été tué par sentinelle.
Et les gens autour qu'on avait arrêtés, ses frères, finalement, n'ont pas été reconnus comme complices. Donc le dossier s'est arrêté là. Ouais. Tu as travaillé sur l'attentat de Nice. On va en parler, mais là, on parlait de la gare Saint-Charles. Je te demandais s'il y avait des images. C'est toi, pour le procès, en tout cas, tu vois, pour bien comprendre, pour pouvoir plaider précisément. Tu as dû voir des choses quand même très désagréables dans ta carrière. Tu vois des photos. Est-ce que tu as des trucs d'autopsie, des trucs comme ça, quand tu bosses sur des sujets de meurtre? Tu vois visuellement, toi? On a tout au dossier. En tant qu'avocat, En tant qu'avocat, on a accès à tout le dossier. Et un dossier d'enquête, c'est des écoutes, on en a parlé. C'est évidemment la scène de crime. Et la scène de crime, elle est vraiment détaillée en séquence. Donc, tu as tous les détails avec les photos, avec des vidéos s'il y en a. Donc, tu as en effet tout le détail de la scène de crime et les autopsies s'il y a des autopsies. Et psychologiquement, tu tiens Oui, moi, il m'est arrivé d'être très émue, très émue. De voir des horreurs et puis de côtoyer les vivants aussi qui vivent avec ces horreurs, ça fait quelque chose. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus à évacuer. Et puis, il ne faut pas le rejeter non plus parce que finalement, ces émotions, quand tu es ému par des clients, par des scènes de crime, ça forge ta détermination aussi. Tu vas voir des psys ou pas? Est-ce que tu te soignes, toi? Je demande ça aux militaires, je demande ça à tous ceux qui viennent, qui vivent des trucs. Tu vois. Si, non, mais ça m'est arrivé, après l'attentat Nice, j'ai fait de l'EMDR. L'EMDR, c'est... on te fait travailler la rétine de l'œil. Une sorte d'hypnose, quoi. Et qui va faire travailler des zones de ton cerveau pour effacer le traumatisme. Et j'en ai fait pour évacuer les images de la promenade des Anglais avec les dépouilles dessus, qui sont très difficiles. C'était 14 juillet 2016, l'attentat de Nice sur la promenade des Anglais. 86 personnes vont décéder. Il y a eu 450 blessés à peu près. Sans dire de bêtises. Toi, tu as défendu, donc du coup, ces personnes. Il y a eu des scandales. Moi, je n'avais jamais entendu parler. Tu m'as raconté juste avant l'émission en partie. Je ne savais pas qu'il y avait eu... on va y venir, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Toi, quand tu arrives sur le procès, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu découvres au fur et à mesure? Moi, quand j'arrive, j'ai des clients qui me disent il faut qu'on parle de quelque chose, et puis personne ne veut s'en occuper. Enfin, ils sont assez en colère. Vraiment. Et je dis, quoi? Voilà, nous, on voudrait récupérer les organes de notre fille. Et là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et ils m'expliquent qu'en fait, on leur a rendu une dépouille vide. Que quand ils ont enterré leur fille, mais vide. Fille de quel âge? 12 ans. Et du coup, je commence à m'intéresser à ce qui se passe, et je me rends compte, en reprenant tous les rapports d'autopsie du dossier, que toutes les personnes autopsiées pour l'attentat de Nice ont été entièrement vidées de leurs organes, que les familles ne le savent pas, et qu'elles ont toutes enterré des dépouilles vides. Alors, il y en a qui me disaient, de toute façon, décédé est décédé, et puis d'autres, selon... Tu n'avais pas envie, selon les rites, les religions, c'est la vie privée, c'est le respect de la dépouille. On leur a pas demandé. Mais on leur a pas demandé. Alors, on n'a pas à leur demander. Une autopsie, personne ne va te demander l'autorisation d'autopsier un proche, c'est un acte d'enquête. En revanche, tu dois en être informé. Et notamment s'il y a des prélèvements, ce qui n'avait pas été le cas. Et il y a des victimes qui ont découvert à l'audience que leurs proches avaient été enterrés tout vides, en fait. Ils prenaient quoi? Le cœur, tous les organes? Là, en l'occurrence, tout était pris. Le cœur, les poumons, les reins, tout, sans aucune nécessité d'enquête, en fait. Et c'est ça qui est choquant. C'est que tu peux prélever des petits échantillons. Exemple, tu reçois une balle dans le cœur, on va te prélever tout ou partie du cœur pour la trajectoire de la balle, etc., parce que c'est une preuve qui est intéressante et qui est importante. Mais là, en l'occurrence, ça n'avait aucune utilité. Et tu as appris un truc encore plus choquant sur une plus jeune victime. En fait, tu as systématiquement au procès d'assises le médecin légiste qui vient déposer. Il vient décrire ce qu'il a fait, en tant qu'expert. Et donc moi, je l'interroge sur ses prélèvements d'organes en lui disant « Mais alors, pourquoi vous avez prélevé etc. » Et il me dit « Non, mais c'est normal, il n'y a absolument pas de problème, c'est le protocole. » Je sais très bien que ce n'est pas le protocole. Exemple, peu de temps avant, les attentats de Paris, on n'a prélevé que des échantillons, mais pas tout enlevé. Et il n'en démord pas. Et du coup, je lui dis telle victime, femme de 40 ans, pourquoi est-ce que vous prélevez l'utérus? Il me dit, c'est pour vérifier si elle était enceinte. Ah bon?
Il me dit oui, c'est important pour la famille de savoir. Je fais ok, très bien. Et ben alors, et cette petite fille de 6 ans, alors c'est pour vérifier qu'elle était enceinte aussi. Et là, un silence dans la salle. Évidemment, il peut pas me répondre. Et d'ailleurs, il ne répond pas. Et là, il prouve qu'en réalité, il a fait ça. Alors, il a jamais expliqué pourquoi ils avaient fait ça. Ils ont prélevé un utérus à une fille de 6 ans? Ils ont prélevé tous les organes, dont l'utérus, en fait. Et il faut se rendre compte que quand l'attentat de Nice arrive, on est sur une zone de guerre. Mais moi, ça, je sais. Et en fait, il aurait suffi qu'il l'explique. On a été débordés, on a voulu aller vite, on a voulu trop bien faire, ou que sais-je. Mais il n'a pas voulu admettre. Et c'est ça qui coûte aux victimes. C'est qu'en fait, il n'a pas voulu admettre qu'il avait fait une erreur. Et c'est ça qui a crispé beaucoup à l'audience, d'ailleurs. À tel point que l'avocat général, à la fin de l'audience, a présenté des excuses aux familles. C'est pas tous les jours. Et le parquet général antiterroriste, en fin d'audience, dans son réquisitoire, a présenté des excuses officielles aux familles. Ah oui, Ouais. Au nom de l'État? Au nom de l'État, oui. L'État a été condamné? Alors, c'est en cours. Moi, j'ai engagé la responsabilité de l'État. J'ai fait une procédure à part pour qu'il y ait une indemnisation pour ces familles qui, finalement, n'ont jamais pu enterrer vraiment leurs défunts. Elles ont récupéré les organes pour celles qui le souhaitaient, mais très abîmés, 6 ans après. Et devoir refaire un deuxième enterrement après un choc pareil, l'attentat de Nice, c'est un cataclysme. C'est compliqué. Et c'est un préjudice. Sur un enfant de 5 ans, ils ne demandent pas, du coup, les parents sont décédés aussi, là, en l'occurrence? Non. Non. Et pourquoi ils n'ont pas demandé aux parents c'est les parents qui décident quand même, non? Si on enlève un... Ah non. Dans le cadre d'une autopsie sur une enquête criminelle, c'est le parquet qui décide. T'as pas ton mot à dire. L'autopsie, il décide même de sur l'autopsie. le corps de leur fille. Ouais, De toute façon, on sait que c'est le camion là qui a tué. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est d'ailleurs un des arguments que j'avais fait valoir, c'est que les circonstances du décès, on les connaît. On les connaît. Donc il n'y a pas besoin d'aller à ce point-là investiguer dans les dépouilles des victimes. Je suis complètement d'accord. C'est choquant. Les familles ont vu qu'il y avait eu quelque chose qui n'allait pas quand ils ont rendu les corps? Non, pas du tout, parce qu'on préserve beaucoup les dépouilles. Elles sont, les dépouilles qui sont abîmées en plus, donc certains n'ont pas pu voir leurs défunts, parce qu'elles étaient trop abîmées. Donc non pas forcément, puis tu peux pas savoir ce qui a été prélevé à l'intérieur. Donc tout ça est passé inaperçu pendant des années et des années. Il n'y a qu'à l'audience que ça a été révélé. Est-ce qu'il y a un moment dont tu te rappelles qui t'a marqué dans ce procès? Tu t'es dit, ça c'est un truc humain, tu vois, humainement déchirant, où tu t'es dit, voilà, c'est quand même dur. Ouais, parce qu'il y a un grand-père qui a perdu sa petite fille qui est venu déposer et à un moment il a fait part d'une colère, mais d'une colère viscérale et je pense qu'on était tous, il n'y avait plus un mot dans la salle d'audience en fait. Cette colère-là, tu peux que la respecter, tu te tais, voilà. Et il était très énervé contre les accusés qui donnaient pas vraiment d'explications. Il trouvait que l'audience n'était pas, et puis il voulait des grosses peines et il le disait quoi. Il disait mais moi je veux absolument qu'il soit puni le plus possible. Et c'était une colère sourde, froide, intense. Et ça a cloué tout le monde. Et ça te prend les tripes en fait. L'attentat aurait pu être évité ou pas? Sur ce que vous avez vu comme détail. Moi, c'est ma conviction. En tout cas, éviter, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'y avait pas de mesure de sécurité du tout ce soir-là. Et ça a choqué un tas de gens. À l'audience, tu sais, t'as toutes les parties civiles qui viennent déposer. Et elles ont toutes dit, mais attendez, nous, on s'est retrouvés au milieu de la foule le 14 juillet, on n'a pas croisé un flic. Il n'y avait pas de barrière de sécurité. Et il y en a même qui disent, mais je me suis fait la réflexion, s'il y a quelqu'un, sans parler même d'un attentat, qui perd le contrôle de sa voiture, il fait un carnage. Et il y en a beaucoup. Et même des policiers pendant le procès, qui sont venus déposer, des policiers, et qu'on dit, en fait, avec les collègues, on s'est regardé, on s'est dit, oh là 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 là, mon Dieu. On espère qu'il va rien se passer. Et bien, malheureusement, il s'est passé quelque chose. Il y a un homme, je ne sais pas comment il s'appelle, s'il a parlé après dans les médias ou pas, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu en tout cas. Il y a un monsieur avec un scooter qui a rattrapé, qui a eu du courage d'y aller, de s'accrocher au camion et tout ça. On a eu des nouvelles, tu as entendu parler au procès? Il est venu déposer au procès, il a expliqué qu'il a essayé pour arrêter le camion parce que, en fait, il y a des gens qui l'ont vu passer, alors des victimes évidemment, mais qui l'ont vu passer, qui se sont dit au début. Alors, il y en a qui ont eu cette conviction que c'était un attentat, d'autres qui se sont dit, il a perdu le contrôle de son véhicule. Enfin, tu peux tout imaginer quand tu as un camion qui arrive comme ça. Et lui, avec son scooter, il s'est dit, mais il faut absolument que j'arrive à monter dans le camion pour l'arrêter. Ouais. Il est impressionnant, cet homme.
Ah, c'est vrai? Ah oui, bah De oui, parce courage. que c'est les héros anonymes, tu vois. C'est le mec, il risque sa vie comme ça, il passe une soirée comme tout le monde, c'est le 14 juillet, et puis bim, il risque sa vie pour sauver des gens sans savoir qu'il a affaire à un terroriste. C'est quand même incroyable. Ouais. Et, est-ce qu'il y a des parents qui sont énervés, qui ont pété les plombs sur les médecins? Tu parles du médecin légiste qui a prélevé un Ouais. utérus et une fille de 5 ans. Est-ce que tu as des parents qui se lèvent et qui Mais invectivent le Alors, médecin et qui s'énervent, quoi? Invective, non, parce que le président est là pour faire la police. Oui, et mais puis, ils attendent voilà. la sortie. Mais oui, il y a une colère sur cette histoire d'organes prélevés. Il y a une colère, mais que je comprends, hein, enfin, qu'on comprend tous. Et il y a, moi, j'ai un client, c'est lui le premier d'ailleurs, hein, qui m'a dit, tiens, il y a un problème, et qui est par ailleurs écrivain et qui s'est, pendant tout le procès, il sortait des espèces de poèmes en rime, mais sur la journée du procès, mais alors caustique. Et sur le médecin légiste n'a pas été épargné, quoi. Donc oui, il y a des vraies colères avec, des noms d'oiseaux, hein, ça c'est sûr. Ils en font Ouais. quoi des organes quand ils prélèvent un Les organe à une organes fille de qui- 5 ans, c'est quoi? C'est pour aller sur d'autres enfants? Ah non, pas du tout. Non, c'est pas du tout des prélèvements d'organes pour médicaux. Ah bon? Non, ils sont prélevés comme pièces à conviction et ils sont mis dans des seaux de formol, de conservation, et ils sont stockés. C'est le statut du scellé, tu vois. T'as un braquage, on chope une arme, c'est placé sous scellé, c'est une preuve, c'est une pièce à conviction. Et je pensais que c'était pour aider un Non. enfant malade, par Pas du exemple, tout. et que ça sauve Mais quelqu'un. pas du tout. C'est même pas Mais c'est pour, ça qui est très choquant aussi, c'est que c'est ça sans ne aucune sert à rien. utilité, ça ne sert à rien. Et en fait, le jour du procès, on savait qu'il y avait des seaux entiers à l'Institut médico-légal avec tous les organes. Et le président a d'ailleurs demandé à des policiers à Nice d'aller vérifier, quand il a vu le truc arriver, le scandale et puis la colère qui montait, qu'il y avait les organes étaient bien entreposés et qu'ils étaient toujours là, parce qu'il y a eu un bruit, une rumeur pendant le procès que l'Institut médico-légal avait jeté les organes. Donc imagine, alors que nous, on a profité de cette audience pour les récupérer. Donc c'était incroyable, c'était incroyable. Le 21 septembre 2024, donc c'est vraiment récent, beaucoup plus récent, Philippine Lenoir de Carlan, donc c'est une étudiante qui avait 19 ans, Ouais. a été retrouvée assassinée dans le bois de Bologne. Elle était étudiante à Dauphine, donc il y a une NIF juste à côté du bois de Bologne, littéralement à je sais pas, 70 mètres, quoi, vraiment juste en face du périphérique. Ouais. Tu as travaillé, c'est la famille qui t'a appelé, qui t'a contacté. Ouais. Qu'est-ce que tu apprends sur l'affaire? Je sais que tu vas aller carrément sur les lieux, tu vas essayer de comprendre, Ouais. pour comprendre ce qui s'est passé, pour voir si la version officielle est réelle, etc. Je suis appelée, et puis cette famille, elle me touche beaucoup parce que, en fait, c'est eux qui ont découvert Philippine. C'est eux qui ont fait le la travail. famille. Ouais. Et il y a on parlait de colère, là, il y a une vraie colère, et moi je la comprends. Hein, c'est que Philippine, elle donne plus de nouvelles le vendredi, alors qu'elle rentre. Elle rentre chez elle. Enfin voilà, il n'y a pas à discuter. Elle rentre. Elle habite à Paris? Alors, elle est étudiante à Paris, mais ses parents habitent une trentaine de kilomètres de Paris. Et quand un papa ou une maman te dit « non, mais ma fille, elle devrait rentrer, elle n'est pas rentrée », et si je vous dis qu'elle devait rentrer, c'est qu'elle doit rentrer. Voilà. Et ils font plusieurs commissariats, et évidemment, Philippine, elle va avoir 20 ans, donc elle est majeure, et voilà. Et ils s'inquiètent tellement qu'ils organisent des lendemains de battues avec des amis, avec la famille. Même le lendemain, la police ne se réveille pas? Enfin, il n'y a personne Ça qui commence prend. à se réveiller, mais enfin bon, c'est un petit peu long. Et en fait, c'est au cours de cette battue qu'ils vont retrouver Philippine décédée. Donc l'histoire est glaçante, elle est incroyable. Et puis il y a une injustice. Ça, c'est le millefeuille d'injustice, quoi. Déjà, tu perds ton enfant qui est assassiné, qui est visé. Mais en plus, il faut aller la retrouver soi, y aller au bois de Boulogne avec ses frères, avec ses sœurs. Enfin, c'est incroyable. C'est ses proches, vraiment, qui Mais ont oui, fait c'est une vraiment battue. ses proches, c'est son Sans papa, policier, sa hein. maman, et ses frères et sœurs, et puis des amis de la famille. Et puis ils ont fait un plan où ils ont quadrillé le bois de Boulogne, vraiment, pour s'organiser, parce qu'ils avaient l'intime conviction qu'elle était là. Qu'il y avait un problème. Ils savent qu'elle est partie de la fac à telle heure, ils savent qu'elle n'est pas revenue dans son studio d'étudiante avant de revenir, donc il n'y a pas 36 endroits, ils en ont la conviction profonde. Et puis, la maman, elle a une conviction profonde qu'il est arrivé quelque chose à son enfant, elle le sait, elle le sent. Donc ils s'organisent, quoi. Et puis ils ont eu raison, ils ont eu complètement raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que tu as
tu es allé physiquement. Oui, Pourquoi? moi j'y suis allée parce que je comprenais pas trop. Ça se passe un vendredi après-midi, aux alentours de 14h, 13h30, 14h. Il fait beau, c'est fin septembre, il fait super beau. On est juste à côté de la fac. Et tu te dis, mais comment ça peut arriver? Comment une jeune fille peut être attrapée dans un bois, tuée, violée, pas au vu et au su de tous, mais quasiment en fait. Il y a du On monde est dans à le bois de Paris, il y a Boulogne. du monde, il y a du passage, il y a Il y a deux types de personnes dans le bois de Boulogne. Il y a oui. le jour et la nuit. Hein. Oui, complètement. Pas les mêmes personnes. Mais là, on est le jour. Et du coup, oui, je veux... Alors, j'explique, si vous nous écoutez, vous habitez même dans un pays étranger, vous êtes nombreux à nous écouter. Le bois de Boulogne, c'est un bois qui est à l'ouest de Paris et dans lequel il y a des joggeurs la journée, des gens qui vont se promener, des personnes âgées qui prennent leurs chiens, des gens qui font du cheval. Enfin, il y a vraiment de tout. Et la nuit, sur le long de la route, il y a des prostituées de tout style. Voilà. Et donc, qui travaillent au bord de la route. Et parfois, ils font des feux le soir. Il y a des guirlandes, il y a des camionnettes, mais aussi les gens, je ne sais pas comment elles fonctionnent, mais je crois qu'il y a des bâches, on les voit parfois bleues. Ouais. Et donc, donc, c'est un peu plus glauque la nuit. Hein. Mais ce qui est incroyable, c'est que en septembre, ça a fait 1 an que Philippine a été assassinée. Il y a des journalistes qui sont allés faire des reportages sur les lieux. Et ils ont assisté, les journalistes de BFM, qui ont filmé en direct une agression sexuelle d'un gars tout nu, donc en pleine journée. Hein. Donc oui, au bois de Boulogne, le bois de Boulogne... Faut pas y aller toute seule. Hein. Non, voilà. Et donc oui, moi je suis allée sur les lieux parce que je voulais comprendre un petit peu déjà la configuration des lieux, pourquoi personne n'avait pu lui venir en aide ou n'avait capté quelque chose. Et puis en fait, j'ai très vite compris que c'est juste aux abords du périph' et que le bois de Boulogne, à cet endroit-là, t'as des sentiers qui sont très très bien dessinés, mais très vite, c'est pas entretenu et il y avait plein de ronces. Et voilà, ce qui explique qu'elle a pu être agressée et mise de côté. Elle faisait quoi dans le bois de Boulogne Elle rentrait du vélo, chez elle. Non, elle marchait, elle était à pied. Elle avait ses écouteurs. Elle était à pied et elle rentrait chez elle pour partir en week-end chez ses parents. Ouais. Et l'agresseur, le tueur, c'était quelqu'un qui était au QTF, je crois, qui a essayé de repartir après. Non, il n'y a pas eu une histoire de caméra dans le métro. Ouais. Alors c'est quelqu'un qui a déjà été condamné pour qui sortait juste de prison après avoir purgé sa peine. Combien de temps 8 ans. Il sort de prison et recommence. Ouais. Il sort de prison en juin. Il est directement placé en centre de rétention, puisqu'il a une obligation de quitter le territoire. Et en fait, il va y avoir des couacs dans la mise en œuvre de cette obligation de quitter le territoire, à tel point que les autorités françaises en fait, le font avec retard. Elles déclenchent... il faut demander à l'autre pays de reprendre son ressortissant. C'est comme ça que ça marche. Elles le font avec retard. Ils se trompent d'autorité compétente. Et puis finalement, c'est trop long. Ils n'ont pas encore le go du Maroc, puisque l'auteur est marocain. Et en fait, ils sont obligés de le relâcher. Et ils le relâchent. Ils le relâchent le 4 septembre et ils tuent Philippine le 20. Donc le gars est quand même... 2 semaines après, voilà, complètement. Et puis il s'enfuit. Il s'enfuit, après il part en Suisse. Donc c'est les autorités suisses, finalement, qui vont le remettre aux autorités françaises. Mais t'as arrêté rapidement, quand même, hein, non ? Oui, rapidement, mais enfin, quand t'attends, tout est rapidement et pas rapidement, parce qu'au début, il a dit qu'il voulait pas être extradé, et puis ensuite, il a accepté d'être extradé. Mais ça pose beaucoup de questions, parce que c'est une question de moyens de la justice, hein, tout simplement. C'est que le gars est remis dans la nature lorsqu'on est obligé de le remettre dehors, mais normalement, il doit être suivi, c'est quand même quelqu'un de dangereux, et il n'a pas du tout été suivi. Pas du tout. C'est fou. Il a pris combien ? Ah bah là, il n'a pas encore été jugé. L'enquête est toujours en cours. La famille de Philippine en veut à l'État, typiquement, de ce genre de... La famille de Philippine... C'est pas des petits couacs ? Ouais. La famille de Philippine, elle est déjà très choquée qu'on n'a pas pris en compte son appel au secours le vendredi soir quand Philippine disparaît et que ça n'ait pas été pris au sérieux, en fait. C'est ça qui l'a choquée. Et puis, elle est aussi choquée parce que quand on découvre Philippine dans le bois de Boulogne, mais évidemment, ils appellent la police. Et puis, ils se retrouvent parqués dans le bois de Boulogne parce que l'enquête, tout de suite, branle-bas de combat. Et puis, c'est l'enquête qui se met en œuvre. Et eux, on les écarte et on leur dit pas tout de suite que c'est Philippine. Et ça a été extrêmement dur, et ça l'est encore maintenant, de se dire, mais attendez... Ils avaient vu qu'il y avait un corps, mais ils n'avaient pas vu... Ils avaient vu qu'il y avait quelque chose, que c'était probablement un corps, mais tu sais, il faut une confirmation, quoi.
une confirmation officielle, c'est hyper important. Et tant que t'as pas la confirmation officielle, t'as toujours le doute, c'est insupportable. Et ce temps-là, il a été douloureux, il a été long, et ça, ils en veulent beaucoup, et moi je les comprends. Hein. C'est quand même pas oublier de traiter les gens avec humanité, quoi. Hein. Et respect. Et vous avez eu des détails heure par heure, parce que tu disais qu'il s'était pris très tardivement, enfin, la police avait pris conscience très tardivement. Tu as eu des détails sur l'heure à laquelle ça s'est passé, sur est-ce qu'il a parlé, l'homme Non, alors c'est quelqu'un qui reste mutique pour l'instant. Après, voilà, on sait que Philippine a été vue la dernière fois à 13h30. Et puis l'enquête se poursuit. Pour l'instant, c'est encore en enquête, donc il y a le secret de l'instruction. Donc je ne peux pas en dire plus, mais l'enquête se poursuit. Et puis la volonté vraiment des parents de Philippine, c'est d'avoir la vérité avec exactement ce qui s'est passé au Bois de Boulogne ce jour-là. Hein. Et ce qui est arrivé à leur enfant, bien sûr. Il n'a toujours pas parlé au jour du tournage. Non. Ça a énervé encore plus les parents, d'ailleurs. Bien sûr, c'est insupportable, parce qu'il n'y a rien de pire que l'incertitude. Voilà. Et puis, c'est légitime, ils ont le droit d'avoir des réponses, il doit s'expliquer, il doit expliquer ses actes, c'est ce qu'on attend, hein, et c'est ce qu'on attendra au procès, de toute façon. Il y en a beaucoup des histoires comme ça, où des gens sont relâchés par erreur, par lenteur de la justice, par mégarde, en fait. Ça arrive. Alors, je dis pas que c'est hyper courant, mais enfin, oui, ça peut arriver. Et puis surtout, ça montre à quel point les moyens de la justice sont pas suffisants en réalité, parce que c'est ça. Hein. Si on suit pas le bonhomme qui a été condamné pour viol, alors qu'il était mineur, d'accord, qui doit être conduit à la frontière, si on le suit pas, si on prend pas les mesures de précaution pour le sortir, pour le faire qu'il n'agresse plus personne, c'est bien qu'il y ait un manque de moyens. C'est ça que ça dit. Et le 16 octobre 2020, Samuel Paty, donc c'est un professeur d'histoire géo, dans un collège à Conflans-Sainte-Honorine, va être assassiné devant son collège. Il va être tué par un homme au couteau. Il va le décapiter carrément. Tu vas être l'avocate de la famille. C'est toi qui vas être. Tu vas être contactée. On se demande toujours comment est-ce que vous êtes contacté. Comment est-ce que quand il se passe un drame comme ça, comment est-ce que la famille choisit Virginie Leroy ou un autre avocat? Comment est-ce qu'il a vos coordonnées? Comment est-ce que ça se passe déjà pour comprendre la situation? Beaucoup de bouche à oreille pour nous, hein, notre métier, c'est beaucoup de bouche à oreille et puis de l'exposition médiatique aussi. Hein. Moi, je sortais de 13 novembre, Marseille, Nice. À Marseille, il n'y a pas eu de procès, mais enfin, on en a parlé. Nice, m'étais aussi occupée de Barcelone, l'attentat de Barcelone. Je ne sais pas si tu te souviens, le camion sur la Rambla, bon voilà. Et puis, ils m'appellent et moi, tout de suite, je veux aller les voir, en fait. Ils ne sont pas à Paris, hein, ils sont en province. Et en fait, tu ne prends pas des dossiers comme ça sans voir les gens, les rencontrer, vraiment. Donc, je vais voir les parents et puis la sœur de Samuel. Et puis, avant qu'ils me mandatent. Moi, je veux qu'on se rencontre. Je ne veux pas être désignée par téléphone. Et on est en plein Covid. Et j'ai un laissez-passer de la préfecture pour pouvoir me déplacer pour aller les voir. Parce qu'on n'a pas le droit à l'époque, ni de prendre l'avion, le train, enfin bon, c'est compliqué. Donc c'est comme ça que je vais les voir. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas sortir le dossier, tu vas dire je vous accompagne? Ouais, bien sûr, je les rencontre et puis on discute. Et puis eux, ils sont évidemment, on est en novembre, hein, c'est très peu de temps après, c'est un mois après. Et ils veulent savoir, ils n'ont jamais eu affaire à un avocat de leur vie, ni connaître comment ça va se passer, c'est quoi les prochaines étapes, une fois qu'on... Voilà. Je sais pas si tu te souviens, il y avait l'hommage national à la Sorbonne, enfin ça faisait beaucoup, hein, c'était eux, c'était compliqué. Et donc on s'est posé, je pense qu'on est restés ensemble 3-4 heures, quelque chose comme ça, pour tout dérouler, leur expliquer au maximum. Moi, j'ai pas encore le dossier, parce que je suis pas encore dedans, puis l'enquête démarre à peine, c'est ça aussi, c'est vraiment tout au début. Donc là, il faut donner une feuille de route la plus large possible, et puis après, c'est étape par étape. Voilà. Ouais. Tu vas, pareil, ils te montrent, tu es obligé de comprendre aussi l'environnement familial pour bien défendre. Ouais. Tu vas parler à d'autres membres de la famille. Comment ça se passe, le travail, tu vois, ton travail à toi? Mon travail à moi, c'est de parler déjà à mes clients, ceux qui m'ont désigné, savoir ce qu'ils veulent, leur expliquer un maximum de choses. Voilà, là, il y a un juge d'instruction, il sert à quoi? Voilà ce qu'il va faire. Vous allez être entendu. Voilà comment ça se passe, une audition devant un juge d'instruction, étape par étape. Tu vas porter plainte contre l'État français. Ouais. Ne pas avoir protégé suffisamment Samuel Paty. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer? Ouais, parce que très vite, quand je suis désignée, l'attentat, il se passe en octobre, 16 octobre.
Mi-décembre, il y a l'Éducation nationale qui sort un rapport d'inspection pour décrypter ce qui s'est passé dans le collège et pourquoi il y a eu cette rumeur. Je sais pas si tu te souviens, Samuel Paty, il est accusé d'être islamophobe, de montrer les caricatures, de se moquer du prophète. Ça part de là, par une élève. Et ce rapport, il te dit qu'ils ont tout bien fait. L'élève, la rumeur, c'est 15 jours avant son assassinat. C'est long, 15 jours. C'est hyper long. T'as le temps de faire plein de trucs en 15 jours. De protéger des gens, de les éloigner du collège, enfin de faire... Oui, de mettre des policiers en protection. Mais de mettre des policiers, de dire au professeur, non, vous venez plus bosser, c'est bientôt les vacances, on verra après. Plein de trucs. Et ils sortent ce rapport pour dire qu'en fait, eux, ils ont tout bien fait. Alors déjà, si peu de temps après, tu vois, d'avoir le recul, l'analyse, je trouve ça louche. Et puis, du coup, j'ai écrit au ministre, à Monsieur Blanquer, et je lui ai écrit, et je lui demande les annexes. Parce que son rapport, tu vois, il te dit, par mail du machin, la rectrice a dit que, enfin, plein d'autres choses. Et du coup, j'ai dit, écoutez, moi, je veux les annexes. Un rapport, ça a des annexes. Filez-moi vos annexes. Je veux voir vraiment ce qui s'est passé. Il me répond pas. Deuxième courrier, il me répond pas. Troisième courrier, il me répond pas. Et puis, j'ai vent que il va dans la ville où habitent les parents de Samuel pour lui remettre la palme académique posthume. C'est une distinction pour les professeurs. Je me dis, ni une ni deux, je vais être de la fête. Donc, je mets mon réveil, je m'en souviendrai toute ma vie. 3h du matin, 4h, je suis prête. 4h30, je suis dans ma voiture. Il y avait à peu près 3h30, 4h de route. 9h pétante, je suis là. Donc, il y a le directeur de cabinet de Blanquer qui me voit, qui vient me voir. Il me dit, maître, vous êtes là? Je fais, ouais, je suis là. Il me dit, au fait, on vous a donné tout ce que vous avez demandé? Je fais, non. C'est bien pour ça que je suis là. La semaine d'après, il était à mon cabinet avec des documents. J'en ai réclamé d'autres. Et en fait, quand j'ai analysé ces documents, je me rends compte que 8 jours avant l'assassinat de Samuel Paty, les renseignements territoriaux avaient identifié 3 personnes qui étaient dans les personnes mises en examen dans le dossier. Un qui était fiché S et l'autre qui avait des liens particuliers avec la mouvance islamiste puisqu'elle était mariée à un terroriste qui était en prison et elle était proche de la mère d'un des kamikazes du Bataclan. Donc c'est pas rien. Donc une semaine avant qu'il soit assassiné, en fait, ils avaient déjà identifié 3 des personnes qui étaient dans le dossier. Donc ils auraient pu le prévenir. 2 avaient déjà des contacts directs avec celui qui allait assassiner Samuel Paty. Et c'est pour ça que j'ai analysé tout ça et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le boulot de prévention qu'ils ont fait? Il y aurait eu moyen, en fait, au moins de l'écarter pour le protéger. Et c'est pour ça que j'ai déposé plainte pour non-assistance à personne en péril. Donc ça commence 15 jours avant. Et est-ce que donc il y a des gens qui vont être condamnés? Le procès n'est pas c'est pas juste la personne qui l'a tué, non, c'est aussi non, ceux non, qui non. ont lancé. Exactement, des complices. Donc ça, c'est ses amis complices. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les complices? Les complices, 2 jours avant, ils l'ont accompagné chercher le couteau. Ils l'ont conforté aussi dans son idée parce que ils visionnent du contenu radical ensemble. Ils vont l'accompagner C'est-à-dire quoi, aussi. les contenus radicaux? Du contenu radical, c'est des vidéos de propagande de l'État islamique, par exemple. Du contenu religieux très très dur, notamment sur le blasphème, sur les caricatures, sur la place de la femme, enfin, toute la propagande djihadiste radicale que tu peux avoir. Et ça, ils le visionnent ensemble. Donc, ce sont des gens qui sont acquis à cette cause-là. Tu peux en déduire ça. Et puis, les moyens, c'est-à-dire les couteaux, des airsoft. Ils vont chercher des airsoft. On retrouvera une balle d'airsoft fichée dans le menton de Samuel. Et surtout, il y en a un qui va le conduire au collège le jour des faits. C'est-à-dire qu'il va le chercher et puis il le dépose devant le collège. Et là, lui, il attend, il est déposé devant le collège vers 13h et il tuera Samuel à 17h. Donc il va patienter tout ce temps-là. 4 heures devant le collège? Ouais, se faire demander à des collégiens contre de l'argent de lui montrer Samuel Paty, parce que c'est ça qui s'est passé. Quand même des collégiens impliqués dans cet assassinat terroriste. Qui ont été au procès aussi? Alors, qui ont eu leur procès à part, puisque les mineurs, on les juge à huis clos. Et ils ont eu leur procès à part à huis clos. Certains ont dénoncé Samuel Paty? Ils l'ont désigné, il y avait 300 € à la clé, le terroriste leur a proposé 300 €, et contre ces 300 €, ils ont attendu avec lui qu'il sorte du collège, et lui ont dit, c'est Monsieur Paty qui sort. Et là, lui, il a tracé, et on sait ce qui s'est passé. Tu disais, il avait un airsoft, c'est un pistolet à billes. Ouais, tout à fait. C'était pourquoi faire? Il avait pris des armes avec lui, mais des armes que tu peux acheter rapidement, sans autorisation. Fictif, quoi, parce que tu tues pas quelqu'un avec un airsoft.
Non, tu tues pas quelqu'un avec un airsoft, mais enfin, on en a quand même retrouvé dans des billes dans la dépouille. Et surtout, c'est une arme pour faire peur. Et d'ailleurs, quand il va être interpellé, parce que lui, il est interpellé tout de suite, hein, les flics, les policiers qui vont intervenir vont le voir justement avec une arme et vont l'abattre. C'est plus pour... Et du coup, c'est vrai qu'une des manières de se faire abattre par la police, c'est de brandir une arme que les policiers vont prendre pour réelle ou autre chose. Mais se faire tuer sur place, pour eux, c'est un signe qu'ils ont bien accompli leur mission. Quand tu attaques l'État, parce que tu penses qu'ils ont caché d'autres erreurs, il y a eu d'autres choses. Samuel Paty savait qu'il était en danger, lui. Hein. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, tiens, à un moment, tu te poses et puis tu analyses toujours ton dossier et tu te dis, mais c'est pas possible, en fait. On a eu 15 jours pour réagir. Et pendant 15 jours, il n'y a rien qui s'est passé. Comment on en arrive là? Comment... Faut se rappeler qu'à l'époque de Samuel Paty, c'est très très chaud en France. Hein. Il y a le procès Charlie Hebdo, il y a la republication des caricatures. On est menacé, on a des menaces d'Al-Qaïda et de l'État islamique, donc on doit être vigilant. Et moi, je me dis déjà, c'est pas possible en effet, qu'il y ait les renseignements, qui voient qu'il y a des gens qui font des vidéos, qui le menacent, etc., et qui ne réagissent pas. Et puis surtout, il y a des appels téléphoniques au collège où il y a des menaces de s'en prendre physiquement à lui. Hein. On va s'occuper de votre professeur, etc. La principale, elle est complètement apeurée. Elle arrive à 7h tous les matins. Elle a vraiment peur et elle le dit. Et puis lui, il l'écrit à ses collègues. Il dit qu'il est menacé par des islamistes. Il le dit. Il y a un mail de lui du dimanche et il est assassiné le vendredi d'après où il dit « Je suis menacé par des islamistes ». Donc la menace, elle est palpable, elle est réelle. Ils en ont tous conscience. Il y a des professeurs qui sont venus témoigner à l'audience et qui ont dit « Mais nous, mon mari m'a dit « Mais attends, t'as peur, ne va pas bosser. » Si, j'y suis allée. Mets pas des talons, mets des baskets si tu dois courir. Tu te rends compte? Donc les profs qui vont bosser en se disant... Vous avez la notion de... Ouais, les profs qui vont bosser en se disant « Je vais mettre des baskets, si je dois me sauver, je courrai plus vite, je me casserai pas la figure. » quoi. Donc tout le monde en avait conscience, mais personne n'a rien fait. Sa famille est comment aujourd'hui là? Sa famille, elle attend le procès en appel. Voilà. On a eu le procès en première instance, qui a duré 4 mois l'année dernière, et puis à partir de février sera le procès d'appel. Ils ont été condamnés à quoi Alors ils ont été condamnés à 16 ans pour les complices et 2 pour... Tu parles de ferme là? Ouais, je parle de ferme. 16 ans de réclusion criminelle, de prison. Et il y avait sa fille, c'est ça, non? Une fille de sa Oui, c'est sa fille qui a dit que Samuel Paty, en fait, avait montré le prophète tout nu, avait insulté le prophète, etc. Et c'est de là dont c'est parti. Ce qui était faux. Hein. Ce qui était complètement faux. Il a montré des caricatures, mais on est en démocratie, on est en France, un pays libre, et on peut montrer encore des dessins à des élèves. Quand tu es sur des affaires comme ça qui sont très médiatisées, est-ce que toi, tu reçois des menaces? Ça m'est arrivé. Sur le dossier Paty, ça m'est arrivé. C'est des mails mécréantes, couffardes, voilà. Bon. Et puis, il y a un individu qui s'amusait un moment à m'envoyer la tête décapitée de Samuel tous les matins. Voilà. Il me l'envoyait par message. Donc, j'ai fait arrêter tout ça et voilà. Faut pas se laisser impressionner non plus. Bon. C'est-à-dire quoi, faire arrêter tout ça? Tu vas faire arrêter l'homme? Tu le signales, tu bloques. Enfin voilà, faut pas se laisser atteindre aussi. Il a été arrêté, celui qui t'a envoyé les photos, non? Non. Non? Non. T'as jamais eu peur pour ta vie dans ton métier? Non. Tu peux, de toute façon, si tu as un doute, c'est très simple. Il faut tout de suite aller le signaler et puis voilà. Mais généralement, c'est quand même plus de l'intimidation de bas étage, en fait. Tu vois. T'as le droit d'être avocate d'un proche? T'as le droit. Il n'y a rien qui te l'interdit. En revanche... pas conseillé? Ouais, c'est pas conseillé parce que si t'as pas de distance, tu défends mal. Tu vois, il faut quand même garder la tête froide, être objectif dans ton analyse, etc. Si c'est vraiment un trop proche, c'est compliqué. Hein. T'es déjà devenue amie avec des clients? Ouais. Cliente. Ouais, je suis devenue amie avec certains clients et notamment une cliente et je suis la marraine de sa fille. Tu vois. Il lui est arrivé des trucs vraiment pas drôles et après ça a été mieux et j'étais très touchée. D'ailleurs, je m'y attendais pas et elle m'a dit si, enfin, le renouveau là. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier?
J'adore gratter pour trouver la petite preuve qui va bien, tu sais, le truc caché, voilà. C'est ça que j'aime. Tout analyser, décrypter. La preuve, c'est la vie chez nous. Si t'as pas de preuve, tu vas nulle part, tu ne fais rien dans les dossiers. Donc, aller chercher ce qui est caché, décrypter, se faire remettre des documents, tu vois. Révéler ce qui est caché, ça, c'est hyper intéressant. C'est quoi la plus belle chose que tu as réussi à trouver dans une affaire où tu t'es dit, là, j'ai bien fait mon boulot? Il y a tous des échecs et des succès. Ouais, c'est quoi ton plus beau succès où tu dis, vraiment, là, j'ai bien joué? Non, j'avais un client qui était vraiment dans la panade. Il avait une boîte et avec un super gros contrat avec des Américains. Sauf que les Américains respectaient pas vraiment le contrat. Et il vient me voir et il me dit, écoutez, voilà, moi je commence à vraiment... C'est tendu là, le business c'est tendu, je fais plus rentrer d'argent, il me paye plus, je sais pas pourquoi, machin, truc bidule. Tu vois, ok, filez-moi votre contrat. Je dis, écoutez, ça va être compliqué parce que... Mais bon, on va essayer. Et en fait, j'obtiens l'autorisation d'un juge d'aller saisir la documentation de cette boîte-là. Parce que il fallait procéder à des calculs, etc. Je te passe les détails, mais voilà. Et en fait, ça, c'est super dur à obtenir parce que tu vas chez ton adversaire chercher les preuves qui t'intéressent. Sauf que toi, t'es jamais obligé de donner des choses qui t'incriminent, tu vois, c'est pas possible. Et je l'ai eu, on a saisi tous les fichiers. Comment? Parce que par un huissier, en fait. C'est un juge qui va te dire, OK, j'autorise, je désigne tel huissier et je vous autorise à aller à l'improviste dans telle société. Et vous avez le droit de saisir. Alors, il te met une liste très précise de documents, mais toutes les factures depuis 2023, je te donne un exemple, le listing client, les mouvements de compte, les choses comme ça. Tac, tac, tac. Et l'huissier, il y va, ding-dong, bonjour, c'est l'huissier. Oui, c'était pas prévu, mais je suis là. Et il saisit tout. Et ça, c'était un gros coup parce qu'on n'aurait jamais eu les preuves des sommes qui étaient dues, du business qu'ils avaient fait sans ça. Ils les auraient jamais données. Et c'est comme ça qu'on a pu récupérer ce qui était dû au client. Tu as fait combien d'affaires en tout dans ta carrière en 23 ans? Parce que là, on a parlé des grosses médiatisées pour une partie, d'autres un peu moins au début. Mais tu en as fait quoi? C'est des centaines? Oh, je pense qu'on a passé les 1000. Les 1000? Oui, je pense. Oui. Sûr. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De continuer avec des beaux succès, des clients intéressants, puis faire avancer les lignes aussi, ça c'est important, tu vois. On a parlé de beaucoup de choses, des organes, des méthodes de police qui heurtent parfois, et je trouve que il y a des procès qui font avancer les choses, qui font bouger les lois, et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est que la justice, elle soit au plus proche de la société et des besoins de la société qu'on a. C'est ça qui est important. Merci Virginie d'être venue. Merci. De nous avoir raconté, je te check de loin, de nous avoir raconté ton quotidien, à la fois donc, avocate en droit pénal et en droit des affaires, voilà, les deux. Merci beaucoup. T'es à Paris, si jamais Je suis à Paris. Vous avez besoin de Virginie, je mettrai les coordonnées de ton cabinet, on dit, hein, ça ton cabinet. Vous êtes plusieurs dans ton cabinet? Oui, j'ai un associé et d'autres avocats, collaborateurs qui travaillent avec nous. Bon, si vous avez besoin, je vous mettrai toutes les coordonnées dans la description directement. C'était pas prévu, on n'avait pas parlé, mais voilà, t'es pas venu pour ça, hein, t'es venu vraiment par gentillesse pour raconter un peu ton parcours. Et si vous nous écoutez en podcast audio, merci de faire de Légende premier podcast de France, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. Faites de Légende de premier podcast de France sur toutes ces plateformes. Donc merci beaucoup à vous d'être si nombreux. Vous pouvez aller dans la description si vous nous écoutez, puis il y aura aussi les coordonnées directement de Virginie Leroy avec un Y, si vous la cherchez sur Internet. Et puis voilà, dans la description directement de la vidéo YouTube. Vous êtes 150 000, 200 000 à vous abonner chaque mois sur notre chaîne YouTube. Continuez de le faire. N'hésitez pas à commenter l'émission, à nous dire ce que vous en avez pensé aussi. Si vous avez des remarques, est-ce que tu vas aller voir les commentaires sur la vidéo? Je sais pas. C'est vrai? Ouais. Ça te stresse un peu, non? Non, pas vraiment. C'est sympa d'avoir. Curiosité, évidemment que j'irai. Moi, je regarde à chaque fois. Dès qu'on met une vidéo, sur plusieurs soirs, je vais regarder un petit peu vos avis, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à nous dire en tout cas ce que vous en avez pensé. Je mettrai la petite cloche aussi. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties, tous les mercredis, vendredis et dimanches. Je vous mets 3 interviews ou documentaires. Merci à toute l'équipe d'avoir bossé et préparé l'émission avec moi. Je vous embrasse de toute façon, puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur les gens. Ciao tout le monde.